Bonjour, je voudrais saluer tous ceux, très nombreux, qui se sont inscrits et probablement connectés au moment où on parle, il est 16 heures, pour cette première conférence du Cercle des managers de l'immobilier. Vous êtes près de 2300 à vous être inscrits, professionnels de l'immobilier et plus probablement professionnels de ce que j'appellerais les métiers de l'aval, c'est-à-dire les métiers de la transaction et de la gestion. Nous allons particulièrement parler de ces activités aujourd'hui. Je voudrais remercier ceux qui également ont eu l'idée de ce concept, de ce cercle des managers de l'immobilier, qui va continuer à vivre. Et bien sûr, ils en ont eu l'idée dans une période très particulière, une période de crise, où les professionnels ont un besoin plus criant que jamais d'avoir des repères, des informations, en particulier pour savoir comment la continuation de leur activité sera possible. C'est la volonté, l'intention ferme de l'exécutif et des pouvoirs publics en général au cours de cette crise sanitaire. Voilà, on roule entre deux bords. Bien sûr, il faut sauver la nation, sauver des vies par des comportements adaptés, et il faut aussi que l'économie continue à tourner et que les services soient apportés. C'est très vrai dans l'immobilier, ce sont des services dont on ne peut pas se passer. Alors, ceux qui en ont eu l'idée, eh bien, ce sont les dirigeants d'une grande organisation professionnelle qui est associée au métier de l'administration de biens et de la transaction, l'UNIS, et tout particulièrement le pôle du Grand Paris de l'UNIS. Je remercie donc Émilie Jousset, sa présidente. Je remercie son président délégué qui l'avait précédé dans l'exercice de la présidence, Benjamin Darmouni. Ils sont l'un et l'autre professionnels franciliens, bien sûr. Et je les remercie aussi de m'avoir permis d'associer l'IMSI, mon école, à cette initiative. Nous avons probablement parmi les personnes qui se sont inscrites, des étudiants, des professionnels qui sont les enseignants de mes écoles partout en France, et des professionnels tuteurs des étudiants. Voilà, donc une communauté qui est venue se joindre à l'ensemble des communautés qui se sont agrégées. Alors, ça va me permettre d'en venir aux débatteurs, hein, à ceux qui ont bien voulu porter un témoignage, qui va concerner trois grands domaines. On va parler de l'action publique en général, et avec un invité de choix qui est peut-être déjà avec nous, on va le voir dans quelques secondes. Un deuxième, deux représentants éminents des pouvoirs publics. On va aussi parler, bien évidemment, des textes en vigueur aujourd'hui, très récemment pris ou peut-être en cours d'être signés, sur fond de réglementation de toutes les activités immobilières. Elles sont toutes très réglementées. Et puis, bien évidemment, on va parler des solutions. Elles pourront être juridiques, elles pourront être pratiques. Je dis volontiers que les participants sont tous d'accord avec moi pour dire qu'on ne va pas tout attendre des pouvoirs publics, même si pour l'immobilier, leurs décisions conditionnent beaucoup de choses. Alors, je vais vous citer en vous demandant, pour mettre un peu de chair dans cette réunion virtuelle, parce que on est habitué à débattre entre nous, mais on se voit en général, hein, on est à des tribunes et on y a beaucoup de plaisir. Là, on est un peu frustré, donc vous direz un petit mot quand je vous aurai cité. Voilà, l'invité d'honneur, et qui nous a fait l'heureuse surprise de nous dire il y a quelques heures qu'il pouvait se joindre à nous, c'est Monsieur le ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie. Je ne sais pas si vous êtes avec nous. Il arrive, monsieur le ministre. Je viens de connecter son ordinateur. Bonjour à tous, il arrive. Voilà. Merci. Et, un visage qui annonce celui du prophétique. Effectivement. Il arrive tout de suite. Merci de votre patience. Donc, je continue l'énumération des participants. Je vais citer Michael Nogal, député de La République En Marche, député de Haute-Garonne. Alors, il est bien connu dans l'univers immobilier. Il a été rapporteur du projet de loi Elan, devenu la loi Elan. Il est l'auteur d'une proposition de loi qui concerne l'administration de biens, la gestion locative. Bref, il est identifié comme un parlementaire très attentif aux questions d'immobilier.
Alors, ce n'est pas à ce titre qu'il est avec nous, pas seulement à ce titre. Il a reçu de la majorité parlementaire, dont il est un membre, la mission particulière à la première heure, lorsque la crise s'est fait jour. Il a reçu la mission de suivre pour l'économie française et pour les entreprises, pas seulement pour le secteur immobilier, mais aussi pour notre secteur, de suivre les conséquences de la crise sanitaire et bien sûr de contribuer à trouver des solutions. Alors on le remercie d'être avec nous. Je précise d'ailleurs que Julien de Normandie nous quittera vers 16h30, il nous en a averti, on le comprend. Et s'agissant de Michael Nogal, justement parce qu'il se réunira ensuite avec ses collègues sur les sujets que je viens d'évoquer, il nous quittera vers 5h moins 10 et on continuera bien sûr nos débats. J'ajoute que nous avons une plage horaire large de l'ordre de 2 heures. Je pense qu'elle ne sera pas luxueuse, mais enfin, je voulais vous le signaler. Si on en a terminé avant, bien sûr, on en tirera les enseignements. Monsieur le député Michael Nogal, vous êtes avec nous? J'active le micro. Voilà. Merci beaucoup Merci. de nous avoir rejoints. On se doute que vos journées sont différemment remplies que d'habitude, mais bien remplies. Je vais citer, je terminerai par les organisateurs. Je vais citer Monsieur le Président du Conseil supérieur du notariat, Jean-François Humbert. On est très sensible à votre participation. Jean-François Humbert, vous êtes là? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de cette initiative qui est la vôtre de permettre effectivement de s'exprimer sur un sujet qui est important. Je rebondirai simplement sur ce que disait le ministre des Relations avec le Parlement le week-end dernier. La France n'est pas à l'arrêt. Eh bien, tous acteurs de l'immobilier, nous sommes là pour témoigner que la France n'est pas à l'arrêt, y compris dans ce secteur. Donc, merci à votre initiative. Voilà, et je précise, on me comprendra que cette réunion n'est pas faite pour des polémiques, elle est faite pour trouver des solutions là où il faut en trouver ou pour rappeler celles qui existent déjà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous avons avec nous aussi, alors il n'y a pas d'ordre de précédence, hein, une experte, une avocate spécialisée dans l'immobilier. Elle est bien connue de la communauté immobilière, Pascaline Deschlet-Telot. Elle représente un cabinet LPA qui est une référence tout particulièrement pour les métiers de l'administration de biens, de la transaction, mais aussi pour les métiers de la construction, de l'aménagement. Maître, vous êtes avec nous? Je suis avec vous, je vous remercie. J'essaierai de mettre un petit peu de clarté dans l'enchevêtrement des ordonnances. Ce n'est pas facile, mais je crois que Monsieur le ministre est arrivé, donc je pense qu'il va peut-être pouvoir nous apporter quelques éclairages sur ce sujet aussi, ou un peu d'anticipation peut-être. Merci beaucoup. Je finis mon énumération pour redonner la parole au ministre, puisqu'il est prêt avec nous. Nous avons aussi avec nous Gilles Frémont. Alors, Gilles Frémont, il est le président de l'Association nationale des gestionnaires de copropriété. Il est lui-même directeur de copropriété et gestionnaire. C'est un spécialiste de terrain de la copropriété. Gilles, président, vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour Henri. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Henri. Bonjour tout le monde et merci pour cette invitation, de me donner l'occasion de porter la voix des gestionnaires de copropriété qui ont fait un travail formidable, qui font un travail formidable sur le terrain depuis le début de la crise. On montre tout notre savoir-faire en matière de gestion des détails et des situations imprévisibles et pouvoir faire part de nos préoccupations concernant la tenue des assemblées générales. On va en parler avec l'ordonnance du 25 mars et d'autres questions copropriété. Voilà, je vous remercie. Puis moi, je rendrai un hommage en notre nom à tous les gestionnaires parce qu'on n'a jamais vécu autant dans nos copropriétés, il faut quand même le dire. Voilà. Donc, on est heureux que le service continue. Je voudrais saluer également Olivier Colcombé. Alors, Olivier Colcombé, il est un chef d'entreprise bien connu. Il est à la tête d'enseignes que je qualifierais de populaires. Capifrance, Optimum, donc spécialiste de transactions. Il est un adhérent de l'UNIS et de l'UNIS du Grand Paris. Olivier, merci d'être avec nous. Vous êtes là? Oui, je suis présent. Bonjour Henri, bonjour à tous. Merci à chaque invité, merci bien sûr aux participants
Eh bien, moi, je soulignerai que je suis ravi de voir l'unité du secteur autour du ministre Julien Denormandie. Cette réunion souligne bien évidemment la mobilisation de chacun, le côté collaboratif dont on a besoin dans une période un peu mouvementée, compliquée pour les Français, pour la profession, et que cette rencontre de professionnels, de managers de l'immobilier donne un nouveau souffle et des perspectives nouvelles pour accélérer la sortie de crise dès que nous sortirons du confinement. Merci pour l'organisation. Merci beaucoup, Olivier. Bon, alors, vous commencez à comprendre aussi que vous allez avoir face à vous des figures qui vont incarner chacune plus particulièrement un métier. Olivier, bien sûr, parlera de transactions avec beaucoup de compétences, comme Olivier Safar, que j'accueille avec beaucoup de plaisir. Olivier, vous êtes là, va être un autre expert. Alors, le nom d'Olivier est largement attaché à la copropriété, même s'il connaît très bien tous les métiers. Olivier, vous êtes avec nous? Bonjour Henri, merci de Voilà. me recevoir lors de cette première conférence virtuelle. Elle ne sera virtuelle que de parole. En revanche, elle est pour moi très importante pour préciser les choses, expliquer, pouvoir répondre aux différentes questions, parce que cette période de confinement fait peur, elle est anxiogène. Et je pense qu'il faut aussi rassurer tant les copropriétaires que les gestionnaires de copropriété, que les professionnels de l'immobilier et tout le monde. Et je remercie bien évidemment notre ministre, M. Denormandie, d'être présent et notre député rapporteur du logement, Michael Nogal, de la même façon. Je pense que c'est un point important pour tout le monde. Merci. Merci Olivier. Bon, j'ajouterai qu'Olivier préside la commission copropriété de l'UNIS à l'échelon national et que voilà, il siège partout où se prennent des décisions pour la copropriété, partout où on fait évoluer les textes. Je vais citer à sa suite alors, deux autres professionnels. Là, on arrive à ceux que j'ai évoqués au début, hein, ceux au pluriel, Benjamin Darmouni, Émilie Jousset. Benjamin Darmouni, merci d'être avec nous, administrateur à Paris, président délégué de l'UNIS du Grand Paris. Et c'est vrai qu'on peut bien le dire, vous avez eu l'idée que c'était le moment pour qu'on se parle tous de ce qui préoccupe les professionnels, qu'il ne fallait pas attendre. Et je l'ai indiqué, on va continuer d'ailleurs à faire vivre ce cercle des managers d'immobilier, pas seulement pendant la crise, Émilie sans doute y reviendra, mais probablement au-delà. Bonjour Henri, bonjour à tous. Évidemment, je pense que nos métiers en ont besoin. Je pense que les personnes qui les composent aussi, on a besoin de soutien dans des périodes aussi difficiles. Cette première conférence des managers de l'immobilier est un succès grâce à nous tous. Et c'est la preuve aussi que l'immobilier est une grande famille. Et nous sommes aujourd'hui tous solidaires. Merci Benjamin. Pour préciser quelle sera votre spécialité, en tout cas dans ce débat, vous parlerez plus particulièrement de gestion locative, non seulement résidentielle mais professionnelle. Vous connaissez bien les deux domaines. On y reviendra. Émilie Jousset, la présidente, je l'accueille sur cette tribune virtuelle. Merci beaucoup. Merci Henri. Encore merci d'avoir eu l'initiative de ce cercle et de cette convention, de cette conférence particulière sur ce premier sujet. Je vous laisse nous accueillir. Hein, effectivement, oui. Je suis très heureuse. Accueillir aussi notre ministre à qui je passerai la parole juste après vous. Oui, merci Henri, merci Monsieur le ministre, merci Monsieur le député et merci à tous nos intervenants d'avoir répondu présent à cette grande première. Alors on l'a lancée comme toujours avec fougue et passion à l'UNIS Île-de-France et Grand Paris. On trouvait en ces temps troublés que la communication avec nos adhérents et en interne dans nos cabinets avec nos collaborateurs était difficile, était anxiogène et qu'on voulait en fait par cette conférence et cette idée promouvoir le rôle de l'UNIS et d'UNIS Île-de-France dans l'information de nos adhérents. Et puis, on a vu au tout début en fait de ce confinement émerger une communication beaucoup plus large et on a voulu du coup cette conférence pas seulement limitée à nos adhérents mais à tous les managers de l'immobilier. C'est pour ça qu'on l'a appelée
le cercle des managers de l'immobilier, parce que nos partenaires font partie de l'exercice de nos métiers, même durant le confinement. C'est pour ça qu'on a voulu mettre une avocate, un notaire, un maître impair, et élargir en fait le cercle des possibles. Alors cette conférence, elle sera évidemment dupliquée à l'avenir. On espère pouvoir tenir voilà, un rythme hebdomadaire. On vous dira en fin de conférence, voilà, on vous annoncera en fin de conférence comment on s'organise pour la semaine prochaine et les thèmes. Mais pour aujourd'hui, on veut vraiment rester sur l'exercice de nos métiers du fait des ordonnances que le gouvernement a préparées. Et c'est pourquoi je laisse la parole à notre ministre Henri, Monsieur Julien Denormandie, de façon à ce qu'il puisse présenter le travail du gouvernement et puis j'interviendrai après pour lui poser les premières questions. Merci, Présidente. Alors, Monsieur le Ministre, vous êtes avec nous, en principe, puisque certains vous ont vu arriver, pas moi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, super. Je vous salue, je vous remercie beaucoup au nom de tous les participants et de la très large communauté. Je disais, vous n'étiez peut-être pas encore avec nous, que ce sont près de 2300 professionnels de l'immobilier qui nous ont rejoints, pour preuve qu'il y a une soif d'information. Je disais également que ceux qui vous accueillent n'attendent pas tout des pouvoirs publics. Vous devez être très, très, très sollicités comme vos collègues du gouvernement. C'est un moment où, oui, on a envie que l'État règle tous les problèmes et les règle instantanément. Alors, on n'attend pas tout de vous. Deux, on comprend qu'il faille faire les choses progressivement, peut-être même les retoucher. Vous entendrez sûrement, soit pendant que vous serez là, soit après, ça vous sera répété que telle ou telle chose doit être améliorée. Voilà, en tout cas, on souhaite, si vous voulez bien, dans une première intervention, je crois que vous nous quittez dans une demi-heure, que vous nous précisiez ce que vous avez fait ou provoqué avec d'autres ministres sûrement, vous travaillez beaucoup en interministériel, pour que les activités immobilières, spécialement celles de l'aval, on va donc parler de transactions, de gestion locative, résidentielle ou professionnelle, on va parler de copropriété. Donc, qu'avez-vous fait pour ce secteur-là avec une attention particulière pour que ça continue? C'est vraiment votre volonté, vous l'avez exprimé très souvent, le président de la République l'a exprimé. Et puis ensuite, si vous en êtes d'accord, chacun des représentants des activités vous posera une question, celle qui jugera peut-être la plus brûlante, pour que vous puissiez partir quand même avec en tête déjà quelques préoccupations, et on continuera après votre départ. Michael Nogal est avec nous, il restera une petite demi-heure après vous. Quoi qu'il en soit, vous saurez tout ce qui aura été dit, qui méritera de vous être communiqué pour éclairer votre propre action. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous remercier pour l'initiative d'organiser cette conférence. Je vois au regard du nombre de participants à quel point c'est un succès, donc bravo à vous. Je voudrais d'abord rebondir sur quelques propos qui ont été faits, notamment sur la question de la solidarité. Et ce qui est sûr, c'est qu'on vit un moment qui est totalement exceptionnel. Un moment avec une crise sanitaire d'ampleur, vous le voyez tous les soirs. On a des territoires aujourd'hui en très forte tension, je pense au Grand Est, à la région Corse, de plus en plus dans les Hauts-de-France, en Île-de-France également. On a une solidarité vis-à-vis de ceux qui sont au front, qui parfois d'ailleurs relèvent de questions également d'appui logistique, d'appui sur le logement. On a lancé beaucoup d'initiatives pour les épauler en ce sens. Mais également de faire bloc derrière tout ce secteur qui, comme beaucoup d'autres, est forcément significativement impacté par la situation, forcément. Le pays est dans un état de confinement, les activités économiques ne doivent pas s'arrêter, on doit maintenir l'activité économique et sociale dans notre pays, tout en préservant toutes ces barrières sanitaires, tout ce confinement, toute cette protection, avec une difficulté, c'est qu'il faut qu'on arrive à intégrer notre action sur la durée. Dit autrement, les 15 derniers jours ont été très compliqués, les 15 prochains le seront probablement encore plus. Et donc tout ce qu'on va se dire là pendant cette conférence, il faut que vous ayez en tête qu'on doit réussir chacun dans les secteurs qui sont les nôtres, dans les responsabilités qui sont les nôtres, à tenir sur la durée, à faire bloc et à le faire
pendant un temps, malheureusement, qui sera un temps que tous, on trouvera beaucoup trop long. Mais c'est absolument nécessaire. Je dis ça parce que ça n'a pas été le cas dans votre secteur, mais on a vu à quel point la communication dans ces moments de crise, elle pouvait être compliquée. Vous avez vu qu'on a envoyé des messages très clairs consistant à demander à chacun de nos concitoyens de rester chez soi, sauf évidemment pour aller se soigner, pour aller faire ses courses, mais également pour aller travailler dès lors que le télétravail n'était pas possible, dès lors que vous aviez la possibilité de garder vos enfants, et dès lors que lorsque vous alliez travailler, vous aviez la possibilité d'avoir les barrières sanitaires. Et de ça, s'en est suivi beaucoup de débats sur parfois l'usurpation de ces propos, parfois la méconnaissance du message profond qui voulait être fait, et avec, dans la plupart des cas d'ailleurs, quelque chose qui était le sous-jacent, qui était la crainte que beaucoup d'entre nous avons, la crainte que les Français ont vis-à-vis de ce virus. Ce n'est pas un virus qui se transmet par l'air, c'est un virus qui se transmet par des gouttelettes, c'est un virus vis-à-vis duquel des gestes barrières sont efficaces. C'est un virus qui doit nous permettre de continuer, si on veut lutter efficacement contre lui, à maintenir une activité économique et sociale. Mais je dis ça parce que faire bloc, et je trouve que tous vos propos l'ont montré, vous êtes dans cet état d'esprit-là, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident tout le temps. Et je pense que c'est quelque chose qui honore la profession que de réussir à le faire. On a besoin du maintien d'une activité, du logement, de l'immobilier, tout simplement parce que si à l'ordinaire, l'endroit où on passe le plus de temps dans sa vie, c'est son logement, en période de confinement, c'est évidemment décuplé. Mais une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas forcément évident. Vous avez des personnes qui ont d'une impérieuse nécessité vocation à pouvoir faire un déménagement, des personnes pour qui des contrats étaient en cours, parfois des baux immobiliers qui étaient à échéance, la vie de la copropriété, on y reviendra, c'est l'objet de l'une des ordonnances qui doit continuer, et pour autant réunir une AG est compliqué, alors même que la dématérialisation de la réunion des AG qu'on avait prévue dans la loi Elan n'est pas encore arrivée à mise en œuvre. Et pour autant, il faut faire vivre ces immeubles. C'est impossible de ne pas le faire. D'ailleurs, j'aurai l'occasion, très probablement, on est en train d'en discuter avec le ministre de la Santé, de m'appuyer sur vous, si vous en êtes d'accord, pour également véhiculer un certain nombre de gestes barrières. On a travaillé avec beaucoup d'acteurs de la sphère médicale et de la sphère sociale pour indiquer des gestes barrières à l'intérieur d'un immeuble. On est sur le point de les finaliser, et si vous en êtes d'accord, c'est un projet qu'on pourra porter ensemble pour pouvoir aller les diffuser, les afficher, les placarder dans l'ensemble des immeubles. Mais donc, en fait, nous sommes des acteurs de la vie de cette société, y compris de cette société lorsqu'elle est confinée. Alors, une fois qu'on a dit ça, qui retrace vraiment l'état d'esprit qui est le mien, c'est-à-dire faire bloc et continuer à faire vivre notre économie, qu'elle soit commerciale ou qu'elle soit l'aspect social, je pense qu'on a, nous, dans le secteur du logement et de l'immobilier, un rôle particulier à jouer. Et à ce titre, moi, mon rôle vis-à-vis de vous, il est de deux ordres, même si j'entends bien, et je vous en remercie, le fait que vous n'attendez pas tout de l'État, ça vous honore parce que ça montre que vous voulez être un acteur massif de ce qui se passe. D'abord, c'est de vous accompagner pendant la difficulté qu'on traverse en ce moment, pendant cette période de confinement. Il y a plusieurs choses. Il y a un point pour lequel vous avez été nombreux à mettre l'accent dessus, c'est la tenue des AG. Je voudrais remercier à la fois votre mobilisation, mais permettez-moi surtout mes équipes qui ont su, avec une très grande rapidité, répondre à cette demande, puisque l'une des ordonnances passées en Conseil des ministres mercredi dernier, suite à une loi portant habilitation passée quelques jours avant, a permis de régler grandement ce sujet, même si j'entends des questionnements sur la période de 6 mois à l'issue de la période sanitaire et non pas au 31 décembre. Bref, aujourd'hui, c'est le 24 novembre versus le 31 décembre.
une fois qu'on a dit ça, un grand pas a été franchi. Je pense que dans la majeure partie des cas, d'ailleurs, on arrive d'ores et déjà à trouver une solution. Évidemment, ça va dépendre aussi de la fin de cette période sanitaire. Et ça, je ne suis ni médecin ni épidémiologiste pour le dire. Le deuxième volet sur l'accompagnement, c'est les aides. Les aides dont les entreprises de vos différents réseaux ont la possibilité d'avoir accès. Il y a deux principales aides que nous avons mis en place. La première, c'est le chômage partiel. Pourquoi on a mis en place du chômage partiel? C'est une grande leçon de la crise de 2008, où lors de la crise de 2008, on avait peu pratiqué le chômage partiel, ce qui avait conduit beaucoup d'entreprises à licencier. Vous avez dû voir comme moi que la semaine dernière, aux États-Unis, en l'espace d'une semaine, 3 millions de personnes ont été mises au chômage. Lorsque vous mettez au chômage et que vous ne faites pas du chômage partiel, en fait, vous obérez les chances de rebond. Tout simplement parce que vous perdez ce qui fait votre force, la compétence au sein des équipes. Enfin, le chômage partiel, c'est pour les personnes qui ont la capacité d'avoir des salariés, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est pour évidemment les salariés. Pour les autres, c'est ce fonds d'indemnisation. Alors, ce fonds d'indemnisation, là aussi, il y a eu beaucoup d'interrogations. Le détail de ce fonds d'indemnisation, il a été présenté hier. Le fonds d'indemnisation, il vaut pour les entreprises dont le chiffre d'affaires a diminué de 70% par rapport au mois de l'année précédente, avec la possibilité d'ailleurs d'un abondement exceptionnel dans le cadre d'un partenariat avec les régions qui pourrait avoir lieu au mois d'avril. Et là aussi, il faut prendre en compte des spécificités. Alors, il y a d'abord eu une grande spécificité qui nous a été demandée de beaucoup, pas que par vous, qui est de dire le 70%, c'est bien, mais peut-être que c'est trop contraignant. C'est pour ça que nous avons annoncé ce matin que pour le mois de mars, ce serait 70%, pour le mois d'avril, ce serait 50%. Le deuxième élément, c'est que, évidemment, il y a des secteurs comme le vôtre où le mois de mars est plutôt le reflet de l'activité des semaines précédentes et pas de l'activité de mars. C'est pour ça que d'ores et déjà, on a indiqué que ce fonds d'indemnisation, on allait le prolonger au mois d'avril. Et on verra au mois d'avril s'il faut continuer à le prolonger ou pas. Enfin, vous voyez bien notre état d'esprit qui est d'accompagner l'ensemble des acteurs. Et ce fonds d'indemnisation, il donne donc accès à 1 500 € dès lors que vous remplissez ces critères, le moins 70% aujourd'hui, moins 50% demain et moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Il y a, de la même manière que je l'indiquais sur les messages vis-à-vis de la société, un énorme effort qu'il nous faut assurer toutes et tous. Et là, vraiment, j'en appelle à vos réseaux, à votre appui, à votre responsabilité. C'est que il ne s'agit pas de communication politique, il s'agit de transfert d'informations. Tout ce que je vous dis là, on a essayé, nous, au sein du gouvernement, de tout mettre de manière la plus didactique possible, la plus agile possible, notamment sur le site du gouvernement. Mais c'est vrai que depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, on donne beaucoup d'informations à tous nos concitoyens. Parfois, c'est compliqué de s'y retrouver. Parfois, les mécanismes ne sont pas toujours évidents. Et donc, il est important que vous aussi, vous puissiez être des relais en tant que prescripteurs dans vos secteurs, être des relais sur tout cela. Et puis, le deuxième élément sur lequel on a commencé à s'engager et sur lequel vraiment je serais très heureux de poursuivre les débats, c'est au-delà de l'accompagnement pendant la période, c'est comment on fait pour relancer fortement la mécanique dès lors qu'on a fini cette guerre sanitaire. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas à quelle période cela se fera, mais ce dont je suis sûr, c'est au-delà de l'adage quand le bâtiment va, tout va, c'est surtout le secteur de l'immobilier qui a toujours été un acteur massif de tout plan de relance qu'on a pu voir par le passé. Et donc, il nous faut préparer ce plan de relance qui est en cours de constitution avec mes collègues à Bercy, avec le Premier ministre, avec mes équipes. Et moi, je suis vraiment totalement preneur pour qu'on puisse avancer avec vous sur ce sujet, avec des idées fortes. Et toutes celles que vous pourrez nous soumettre, je suis preneur. Mais il faut que ce soit un plan de relance, si vous me permettez l'image, enfin, il ne s'agit pas de rebondir comme sur un trampoline. Il s'agit véritablement de
créer un élan au lendemain de la difficulté qu'on a et qui s'inscrit sur la durée. Alors ça nécessite plusieurs choses. Ça nécessite un ensemble de mesures fortes qu'on pourrait prendre, nous, au sein du gouvernement. On est en train, encore une fois, d'y travailler. Pour l'instant, on est sur la phase de travail. Je vous laisse imaginer à quoi ressemblent nos journées en ce moment. Mais on a d'ores et déjà, moi j'ai d'ores et déjà demandé à mes équipes de se dédier à cela. Et puis le deuxième élément, c'est la question des ordonnances. Il faut faire attention à ce que toutes les décisions qu'on a prises pendant la période de confinement n'impactent pas la reprise qu'on souhaite la plus rapide possible en sortie de période de confinement. À ce titre, moi j'ai bien en tête que l'une des ordonnances qui a été prise et qui est l'ordonnance sur la purge des droits de recours, aujourd'hui, elle va trop loin et elle pourrait avoir des conséquences sur la reprise de l'activité en sortie. Et donc, je vais être là aussi très clair, on est en train de retravailler la chose. J'étais encore il y a quelques minutes avec la garde des Sceaux d'ailleurs sur ce sujet pour voir comment on peut améliorer le point. Aujourd'hui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, l'ordonnance prise le mercredi de la semaine dernière dit que lorsque vous rentrez dans la période sanitaire, vous figez le droit de recours et qu'ensuite ce droit de recours, vous avez un mois sortant de la période sanitaire plus la reprise du droit de recours depuis le début. Bon, ça ne peut pas marcher comme ça. On va trop atrophier le système si ça reste comme ça. Donc, on a bien vu le point, vraiment. On est en train de le travailler, de corriger. Je pense que tout le monde voit aussi que écrire des ordonnances en l'espace de 48 heures dans une période de confinement avec des journées qui ne font que 24 heures, ça peut amener à certaines difficultés. Mais enfin, vous commencez à nous connaître quand il y a des difficultés et quand le truc ne répond pas aux besoins, on a toujours fait preuve d'agilité pour pouvoir corriger la chose et trouver les meilleures solutions. Voilà, comme discours introductif, vous remercier, vous dire qu'il faut qu'on fasse bloc, vous dire que vous avez un rôle massif à jouer et vous dire que de mon côté, ma responsabilité, mon rôle, mon engagement, c'est de vous accompagner pendant, mais d'ores et déjà de préparer l'après. Je crois que c'est très important et puis c'est aussi préparer l'après qui donne d'autant plus d'espoir dans la période que nous vivons tous et tous. Merci, Monsieur le Ministre. On profite de votre présence. Donc, je vais passer la parole aux divers débatteurs. Chacun a droit à une question brève, parce que je n'ai pas qu'un rôle agréable. Il a aussi l'ingratitude de m'obliger à vous tenir la montre. Je voudrais que Michael Nogal, qui va nous quitter, lui, vers, je l'ai dit, vers 5h moins 10 au maximum, peut-être moins 5 si on est gentil avec lui, puisse également s'exprimer. Donc, voilà. Des questions. On va commencer par, Émilie, à tout seigneur, tout honneur. Si vous me permettez juste, parce que je n'ai pas mentionné Michael Nogal, que je salue. Dans tout le boulot qui est fait par l'administration de l'État, etc., je peux vous dire que les parlementaires ont joué un sacré rôle parce que de la même manière, passer un projet de texte dans les conditions qu'on a vues en si peu de temps, ça relevait aussi de l'exploit. Donc voilà, je voulais en profiter pour remercier Michael et tous les députés qui ont ardemment travaillé. Merci beaucoup. Il nous précisera effectivement quel est le rôle du Parlement dans cette période particulière. On pourrait penser qu'il n'en a plus du tout, ce n'est pas le cas. Et déjà, il a voté effectivement des lois en amont de ces ordonnances. Émilie Jousset, la présidente de l'UNIS du Grand Paris. Donc, une première question. Oui. Et puis ensuite, je vais aller vite. Voilà. Monsieur le ministre, je tiens d'abord à vous remercier évidemment de votre intervention pour tous les professionnels de l'immobilier, puisqu'ils sont plus de 2300 professionnels à s'être connectés pour nous écouter malgré les petits bugs du début. Comme vous le savez, puisque le président l'a dit, nous sommes en guerre et nous souhaitons évoquer les impacts précis et les conséquences précises de cette guerre à mener. On n'est pas dans la polémique, comme l'a dit Henri tout à l'heure. L'idée, c'est pas de blâmer qui que ce soit. Votre travail au gouvernement est très important. Et on sait quand l'état d'urgence sanitaire a commencé et malheureusement pas encore quand il finira. Ce qu'on voulait vraiment débattre avec vous, c'était que nos vies, nos habitudes et nos professions, plus précisément, vont changer. Il y aura clairement un avant et un après Covid-19.
Mais quand les ordonnances ne précisent pas toujours comment faire quand les services d'urbanisme ou les bureaux des hypothèques sont fermés, quand on ne sait pas si tous les contrats de syndic pourront être renouvelés à l'heure actuelle, et quand les loyers exonérés, on ne parle pas des charges. Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, on veut vraiment savoir comment vous comptez en fait redonner confiance et rassurer les chefs d'entreprise et leurs collaborateurs qui nous écoutent. Parce que vous l'avez dit, on est dans la relance de l'activité, mais on est déjà plutôt dans la continuité et la sortie de l'après-crise, puisqu'en fait, on gère, bien que confiné au jour le jour, tout ce qui se passe dans les immeubles. On a bien pris en compte votre demande d'intervenir sur les gestes barrières, et quand ça n'a pas déjà été fait, eh ben on le refera, parce que la plupart de nos confrères l'ont déjà fait dans leurs immeubles. Mais vraiment, pour nous, c'est un signe du gouvernement qui redonnerait confiance aux entrepreneurs et aux collaborateurs. Je viens de Normandie et puis ensuite on enchaînera. Je passerai la parole ensuite à Gilles Frémont qui a demandé d'intervenir sur la CoPro. Monsieur le ministre, ou alors on prend toutes les questions et vous les notez. Peut-être c'est plus simple parce que peut-être que certains auront les mêmes questions. Vous avez raison. On ne va pas courir ce risque. Alors, Gilles Frémont ensuite, qui est le président de l'Association nationale des gestionnaires de copropriété. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien, on y va. Ok, merci Monsieur le Ministre pour votre présence. Moi j'avais une question assez précise sur l'ordonnance du 25 mars par rapport aux assemblées générales. Donc il y a une préoccupation de la part des syndics. Alors merci effectivement d'avoir pris cette ordonnance dans des délais très très rapides. Seulement en termes de calcul, quand on fait les comptes, on s'aperçoit que les assemblées générales dont les contrats de syndic dont le terme s'arrêtait entre le 12 mars et le 25 juin, puisqu'on rajoute un mois après les 2 mois de l'état d'urgence, donc on arrive au 25 juin, ces contrats-là sont sauvés. Or, la plupart des immeubles en copropriété, les comptes s'arrêtent le 31 décembre et généralement, la pratique fait que le contrat va 6 mois après le 31 décembre, c'est-à-dire le 30 juin. Ça veut dire que le terme de ces contrats, c'est le 30 juin. Ça veut dire que ces contrats-là sont hors du champ de l'ordonnance et ne sont donc pas sauvés, entre guillemets. Alors, si on considère que c'est 80% des assemblées générales, des mandats en copropriété, ça veut dire que ces assemblées générales-là devront se tenir dans des délais normaux, c'est-à-dire avant la fin juin. Et si on considère qu'on va les convoquer, qu'on va attendre la fin de l'état d'alerte, c'est-à-dire le 25 mai pour les convoquer, parce que si l'état d'urgence était prorogé, on ne va pas s'amuser à convoquer les assemblées générales qu'on va réannuler une deuxième fois, j'ai envie de dire, parce qu'on ne pourra pas les tenir, parce que les gens ne pourront pas se réunir. Donc ça veut dire qu'on va attendre le 25 mai pour convoquer la plupart de nos assemblées générales et donc les tenir 80% des assemblées générales en l'espace d'une semaine. Une semaine. C'est vraiment strictement impossible. Donc la question, elle est simple. Est-ce qu'il est possible de faire un petit additif à l'ordonnance du 25 mars? Je sais que vous en avez fait un la semaine dernière pour modifier un ou deux mots. Pour modifier, remplacer le terme 1 mois par 2 mois. Auquel cas, ça englobe dans le champ d'application l'ensemble des contrats qui se terminent le 30 juin. Et là, on est sauvé, ce qui signifierait qu'on pourrait faire étaler toutes ces assemblées générales tranquillement jusqu'au 25 novembre, voire 25 décembre. Et deuxième petite question, est-ce qu'il est prévu que l'arrêté sur le formulaire de vote par correspondance soit publié? Parce qu'on sait qu'il est prêt, mais il permettrait de tenir des assemblées générales peut-être pendant l'état d'urgence, mais alors que le confinement serait terminé. C'est une période un peu intermédiaire, confinement terminé, mais on est encore dans l'état d'urgence. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je précise que des questions sont posées par chat aussi. Alors moi, j'y ai accès en tant qu'animateur et je peux bien dire que tout ce que vous venez de dire, Gilles en particulier, des dizaines ou des centaines d'internautes se posent la même question. Voilà, donc vous êtes des bons porte-parole, c'est ce que je voulais vous dire. Allez, aléatoirement, le président du Conseil supérieur du notariat, Jean-François Humbert, une question, si vous le voulez, à Monsieur le ministre, et on continuera ensuite avec les autres débatteurs. Oui,
Oui, Monsieur le ministre, merci tout d'abord pour l'écoute. Je veux le signaler, je veux en témoigner, l'écoute que nous avons de la part des pouvoirs publics. Je pense notamment à la réouverture des services de publicité foncière à la suite d'interventions que j'avais pu faire. Je pense également, et vous l'avez cité en particulier sur la purge des droits de préemption, j'ai eu l'occasion d'alerter votre directrice de cabinet et je crois que immédiatement, les computations des délais sur laquelle j'avais attiré son attention ont été portées à votre connaissance. La question très rapide que j'aimerais poser, c'est dans cet échange qu'il y a entre les professionnels et les ministères, il me paraît qu'il serait opportun de pouvoir réfléchir sur tous ces délais tels qu'ils ont été prolongés parce qu'il y avait une situation d'urgence. Il est important que la loi d'urgence fixe un cadre, que l'ordonnance le prévoit aussi, mais désormais, pour ne surtout pas compromettre, comme vous le citiez, la reprise, il faudrait, me semble-t-il, que nous puissions réaborder les délais les uns après les autres, voir ceux dont il est indispensable, évidemment, d'avoir un report suffisamment long, mais nous parlions des droits de préemption qui doivent être purgés. Il faut aussi parler, par exemple, des recours contre les autorisations d'urbanisme, parler des délais relatifs à l'obtention des prêts. Tous ces délais, me semble-t-il, nécessiteraient effectivement que nous puissions rapidement voir comment des solutions pourraient être prises pour affiner, pour préciser l'ordonnance en particulier du 25 mars qui proroge de façon automatique. Merci maître. Je trouble un peu l'ordre. Je vais donner la parole parce que je vois l'heure tourner à Michael Nogal. Alors il peut poser une question au ministre s'il le souhaite, mais il peut surtout nous dire, si vous le permettez, je l'avais annoncé, le rôle d'un parlementaire aujourd'hui, le rôle du parlementaire qu'il est. Il a reçu une mission de la majorité parlementaire. Voilà, pour que là aussi on profite de sa participation et ensuite on reprendra pour que Monsieur le ministre puisse répondre. Michael Nogal, rapidement, faites un effort tous de concision si vous le pouvez. Je vais essayer. Je salue aussi l'organisation de cette visioconférence. Je vois aussi le compteur 1500 personnes. Si on mettait 1500 personnes dans une salle aujourd'hui, je pense que tout le monde serait heureux d'organiser un tel événement. Donc bravo. Je salue évidemment le ministre Eugène Normandie. Bon, on s'est très régulièrement au téléphone. On travaille main dans la main depuis, même pas que depuis le début de la crise, depuis 2 ans maintenant, depuis 3 ans. Donc je tiens aussi à saluer son action et notamment sur le sujet majeur de la protection des plus démunis. Je pense qu'il y a évidemment, et vous avez tous des questions techniques, vous m'écrivez aussi par mail, sur les réseaux sociaux, et j'essaie de répondre à tout le monde. Mais je veux rappeler d'abord cette priorité de protéger les Français. Et l'action du ministre et l'action de l'ensemble du gouvernement, l'action des parlementaires, c'est d'abord dans ce sens-là, sur le logement comme sur les autres problématiques. Et comme vous l'avez dit, Henri, j'ai été nommé au sein de La République En Marche pour faire le lien entre le gouvernement, les parlementaires et puis les acteurs de terrain sur les sujets relatifs à l'économie de l'entreprise. Le logement, évidemment, en fait partie. Bon, ici, vous me connaissez sur ces sujets puisque je travaille en effet sur ces questions depuis mon élection. Mais mon rôle en tant que parlementaire aujourd'hui, c'est ça, c'est faire en sorte qu'on puisse faire remonter les problématiques. Le ministre de Normandie a évoqué la question du fonds de solidarité, par exemple. Il y a eu des avancées puisqu'on s'adapte. Hein. Je veux que vraiment tout le monde ait conscience, et le ministre l'a dit, que les mesures sont prises en un temps record. Je pense que quand on observe le contexte international, les mesures d'accompagnement prises en France doivent être saluées. Elles peuvent être jugées insuffisantes par certains. J'entends les critiques qui peuvent émaner, mais je veux vraiment insister sur le fait que ce soit sur le chômage partiel, que ce soit sur le fonds de solidarité, que ce soit sur les prêts garantis par l'État qui permettent de donner de l'oxygène, j'allais dire, à toutes les entreprises, quel que soit leur statut, quelle que soit leur taille, eh bien, j'allais dire, il y a un vrai volontarisme pour avancer. Et sur le fonds de solidarité, préciser aussi que pour les entreprises, le seuil de 50% s'appliquera aussi pour le mois de mars. Ça faisait partie des annonces de Bruno Le Maire ce matin. Voilà. Donc ça, parce que je sais bien que beaucoup sont concernés, donc je connais l'inquiétude sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le député. Je passe la parole à Olivier Colcombé, parce que si quelqu'un représente dans cette réunion, dans cette conférence, des femmes ou des hommes fragiles, hein, structurellement,
C'est bien lui parce qu'il travaille avec des négociateurs immobiliers indépendants. Il va nous le préciser. J'ai des dizaines de questions qui me sont posées. Alors, Olivier, vous allez être le porte-parole en particulier de ces agents commerciaux, de ces travailleurs indépendants qui sont des forces vives qui constituent, je le dis, à peu près 90% du vivier des négociateurs en France. C'est-à-dire que sans ces personnes-là, les achats et les ventes ne se passeraient pas, non seulement dans l'existant, dans l'ancien, mais aussi dans le neuf. Donc, je voudrais qu'on fasse un focus tout particulier sur cette population. Ils sont très nombreux à être connectés avec nous aujourd'hui. Olivier. Oui, merci Henri. Effectivement, c'est une activité qui socialement s'est énormément développée dans la réorganisation du travail et donc beaucoup d'indépendants sont au service des Français dans leur projet de mutation, de transaction, de vente ou d'achat. Il s'avère que la profession a énormément joué le jeu pour limiter la contagion du virus en fermant les établissements ou en stoppant les visites. Donc l'activité est quasiment à l'arrêt. Même si je saluerai les troupes des notaires qui ont continué à enregistrer des transactions ces derniers temps sur des ventes qui étaient purgées, bien évidemment, avant le 12 mars. Il n'en demeure pas moins que, et Monsieur le ministre, vous l'avez précisé, et je vous en remercie parce qu'on a beaucoup de questions autour du délai et des délais qui pourraient être imposés dans le 2020-306. Et ça, c'était une énorme crainte de la part des acteurs de la profession, parce que geler bon an, mal an l'activité jusqu'au 24 août, bien évidemment, c'était rajouter après le confinement un deuxième confinement, si je puis dire, forcé par la législation et non pas par les clients qui, eux, auront besoin de débloquer des conditions imposées et parfois très difficiles sur le plan financier, sur le plan de déménagement, de succession ou que sais-je. Donc, s'il vous plaît, considérez bien les trois éléments, la DIA, qui en est un, bien évidemment, vous l'avez précisé, le droit des acteurs de se rétracter dans le cas d'une promesse de vente, parce que ça, c'est une deuxième épée de Damoclès qui plane sur la profession. Et le troisième… Délai extérieur, comme on dit. Voilà, exactement. Et le troisième, c'est le délai de 14 jours offert à nos clients qui ont signé un mandat hors établissement. Et bien évidemment, dans le confinement, s'il y a quelques mandats qui se signent, c'est très maigre. Moi, j'en ai eu 10 hier sur 4500 vendeurs. C'est très léger. Mais malgré tout, il y a des signatures. Et là, quid du recours et du prolongement? Voilà, ça, c'est la première partie de ma question parce que je voulais insister pour être sûr de bien préciser au nom de la profession les trois cas qui nous concernent. La question, elle serait autour de la prise en compte des 50% sur un mois, sur 2 mois ou autre. Dans notre profession, on ne peut pas considérer les 1 500 € sans considérer le cycle de vie du produit. Il s'avère qu'aujourd'hui, grâce à la mobilisation des notaires, entre autres, et à la dématérialisation d'une partie des dossiers, nous continuons à enregistrer environ 10% d'actes, mais ce sont des actes nés du passé. La grosse crainte de la profession, c'est cette incapacité à rentrer des mandats, cette incapacité à signer des compromis et à avancer. Et il s'avère que dans notre activité, les mois de probablement juillet, août, septembre, octobre seront très compliqués à cause du délai de réactivation des mandats, des compromis. Et bien évidemment, on est tout à fait conscient que les conditions des Français acheteurs-vendeurs auront changé et ça pourrait multiplier d'ailleurs par le cas de la force majeure les rétractations. Donc là, je m'adresse à vous parce qu'il me semble intéressant d'analyser l'activité de nos vendeurs, conseillers en immobilier indépendant, sur probablement une période plus longue. Comparé mars à mars, certains ont encore fait des ventes en mars, des actes qui étaient le fruit de leur travail précédent. La grande crainte aujourd'hui, c'est que le travail actuel, celui de mars, d'avril, voire de mai, sera bien évidemment, portera ses fruits plus tard dans la période, dans la saison, probablement plus proche de l'automne que du printemps. Et là, c'est là où commenceront à baisser très sérieusement les actes, donc la rémunération et le chiffre d'affaires qui est la base de comparaison. Peut-être que considérer 6 mois, si je puis me permettre, serait rassurant pour nos collaborateurs et coéquipiers conseillers en immobilier. Merci beaucoup Olivier. Là encore, vous avez été l'expression de centaines de personnes qui posent des questions, puisque je les vois. Olivier Safar, autre Olivier. Alors, Olivier Safar, spécialiste de copropriété. Olivier, vous avez une question, sachant que Gilles Frémont lui-même est déjà entré dans le champ de la copropriété. Donc peut-être une question complémentaire rapide.
Oui, alors une question complémentaire rapide. Je vais pas revenir sur les questions de date et de délai entre l'ordonnance et la fin de période. Il est clair que les AG n'ont pas pu avoir lieu, mais les contrats de syndic qui s'arrêtent soit au 30 juin, soit pour certains au 30 septembre. Donc si effectivement on ne les a pas dans ces dates-là, on sera obligé de convoquer les assemblées générales pendant le mois de juillet, août et septembre. Et je ne vous cache pas que nos charmants copropriétaires ont peut-être autre chose à faire et auront peut-être aussi des réticences à venir. Ma question est sur la mise en œuvre de tous les moyens de dématérialisation au niveau des assemblées générales de copropriétaires. Je pense qu'il faut avancer sur des problèmes de visio et d'audioconférence, de participation bien évidemment au vote par correspondance. Aujourd'hui, la mise en œuvre de ces systèmes est très compliquée. Pourquoi? Parce que vous avez un décret qui aujourd'hui vient demander que l'on puisse garantir de manière substantielle le copropriétaire qui va se connecter. C'est-à-dire que ce copropriétaire doit être reconnu. Soit il possède une clé de type RGS, 1 étoile, 12 étoiles ou 3 étoiles, soit il a des certificats électroniques. Or, la plupart de nos copropriétaires les ont quand ils sont dans leur entreprise, mais pas à titre individuel et personnel. Je ne vais pas leur demander à tous d'aller acheter une clé de type RGS qui vaut entre 40 et 50 € pour pouvoir assister à l'Assemblée générale en ligne. Donc, simplifier ce premier point me semble être un point important. Deuxième point important, on a des assemblées générales qui ont déjà été convoquées, qui n'ont pas pu être tenues. Ces assemblées générales, les frais de convocation, on les a payés pour le compte du syndicat des copropriétaires, mais on va devoir les reconvoquer à nouveau. Or, quand on interroge les assurances des syndicats de copropriétaires, ils nous répondent une chose simple. Nous prenons en charge les dégâts immatériels, frais de convocation, s'il y a préalablement un dégât matériel dans le syndicat des copropriétaires. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Pour un exemple simple, j'ai une assemblée de copropriétaires, ils sont 800 à Paris. Les frais de convocation, c'est 31 807 €. Je vais devoir reconvoquer cette assemblée générale et repayer 31 807 € à nouveau à la charge du syndicat des copropriétaires. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un arrêté de type catastrophe sanitaire, qui n'existe pas encore aujourd'hui, mais qui permettrait une prise en charge par les compagnies d'assurance de ces frais de reconvocation, bien évidemment, pas des frais de convocation initiale, mais des frais de reconvocation où il faudrait refaire la totalité des documents envoyés à tous nos copropriétaires. Merci Olivier, c'est très clair. Allez, rapidement, Pascaline Deschâtelow, si elle a une question, elle sera juridique la question. Elle est avocate spécialisée dans les métiers dont nous parlons aujourd'hui. Pascaline, et ensuite ce sera Benjamin Darmoni pour fermer le banc. Et au ministre, avant de s'échapper. Monsieur le ministre, une très rapide question pour essayer d'aider les copropriétaires et surtout les syndics à convoquer, même pendant cette période, de manière dématérialisée, les assemblées générales. J'ai pris connaissance d'une ordonnance 2020-321 qui s'applique aux sociétés. Je voulais savoir si on ne pourrait pas étendre l'application de cette ordonnance aux syndicats des copropriétaires puisqu'elle concerne à la fois les personnes morales ayant une personnalité juridique, mais également les autres personnes morales. Et cette ordonnance comprend de nombreuses exceptions aux règles habituelles en matière de convocation qui permettraient pendant le délai d'urgence de simplifier de nombreuses difficultés rencontrées par les syndicats de copropriétaires. Très bonne question et question brève. Merci de cet effort. Benjamin Darmoni, vous allez faire le même effort de concision en fermant le banc avant d'écouter les réponses. Peut-être qu'il devra aussi prendre un peu de temps parce qu'il y a des questions très précises, très techniques de la part de notre ministre. Monsieur le ministre, vous avez évoqué la solidarité et je voudrais souligner le rôle d'un syndicat comme le nôtre, c'est de créer du lien et d'entretenir cette solidarité. Je pense que cette conférence en est la meilleure des preuves. Sachez, monsieur le ministre, que vous pouvez en tout cas compter sur l'UNIS. Je reviendrai sur un point concernant la gestion locative. Le décret qui a été publié il y a quelques heures ayant pour objet le fonds de solidarité met en avant les conditions d'éligibilité des entreprises. Ma question est la suivante. Certains acteurs du marché ont annulé les loyers de leurs locataires car les banques ont accepté de décaler les échéances de prêt. Mais monsieur le ministre, tous les bailleurs ne sont pas des institutionnels. La grande majorité sont des particuliers qui ont besoin de leur loyer. Comment vont-ils faire?
Avez-vous prévu des mesures d'accompagnement pour les bailleurs qui ont besoin des revenus pour leurs besoins courants et dans tous les cas pour payer les charges de copropriété se rapportant à leurs immeubles? Merci de cet effort de concision, Benjamin. Monsieur le ministre, à vous. On a largement dépassé leurs limites que vous nous aviez données. Merci. Voilà, et la parole est à vous. Allô, vous m'entendez? Très bien. Ouais, super. Écoutez, plusieurs éléments de réponse d'abord à Madame Jousset qui parlait de la confiance entre nous tous. Moi, je pense qu'on a véritablement une relation de confiance entre nous tous. J'en veux pour preuve ces échanges directs et puis on commence à se connaître. Enfin, soit on y arrive et on vous le dit et on le fait avec une très grande envie, soit on n'y arrive pas et on vous explique pourquoi c'est pas possible. Et puis après, tout le monde sait qu'il y a aussi des équilibres à trouver. Il y a des équilibres à trouver entre les différentes professions, entre ceux que vous servez et puis ceux qui sont vos donneurs d'ordre, etc., etc. Mais moi, je crois pouvoir dire qu'il y a cette confiance établie et je pense que précisément parce qu'il y a cette confiance, c'est ça qui nous permet aussi de rentrer dans cette période très compliquée de manière un peu plus sereine que cela ne serait le cas si en plus il n'y avait pas cette solidité dans les liens qui unissent les acteurs les uns aux autres. Sur la question de M. Gilles Frémont, qui en fait est la question de grande importance au moment où on se parle, parce que moi j'ai bien en tête la grande difficulté en fait, si on se parle franchement dans l'ordonnance, c'est qu'elle mettait, sans rentrer dans la technicité, mais elle mettait jusqu'au 25 juin alors qu'il aurait fallu qu'elle mette jusqu'à fin juin, ça aurait déjà sauvé beaucoup plus de cas. Bon. Donc on a là aussi bien identifié le sujet, on est en train d'y travailler avec la chancellerie, avec la garde des Sceaux pour voir quelle solution peut être trouvée. Est-ce que c'est d'aller jusqu'à fin juin? Est-ce que c'est passer de 1 mois à 2 mois? Est-ce que c'est une autre solution? On est en train d'y travailler. Ayez juste en tête, mais ça n'est pas un appel à une forme d'indulgence, c'est juste un appel à une forme de compréhension. Pour vous qui êtes des personnes de loi, ayez en tête que la semaine dernière, en l'espace de 6 jours, on a passé 25 ordonnances. Lors de toute l'année précédente, on avait passé 28 ordonnances. Et la semaine dernière, après ce Conseil des ministres, on a passé 25 ordonnances, on en a repassé 4 autres. Et la semaine prochaine, on va le faire. Donc, c'est absolument normal qu'il y ait des points qu'on doit ajuster ici ou là. Je pense qu'il faut faire preuve. Vous savez, dans l'armée, on appelle ça le calme des vieilles troupes. J'appelle tout le monde au calme des vieilles troupes. Il y a des choses qu'on a bien fait, des choses qu'on a un peu moins bien fait. Là où on aurait pu, où vous auriez pu être très inquiet, c'est si on n'avait pas du tout abordé ce sujet. Si dans la loi d'habilitation, on n'avait pas la possibilité de trouver une solution pour les âgés. Là, dans la loi d'habilitation, on a la possibilité de trouver une solution pour les âgés. On a déjà trouvé une grosse partie de la solution. Est-ce qu'il faut améliorer encore pour trouver une autre partie encore plus forte? En tout cas, vous voyez quel est notre état d'esprit. On fait au mieux dans les conditions exceptionnelles qu'on traverse, qui ne sont pas que des conditions qui vous touchent vous. Hein. L'appareil de l'État est soumis aux mêmes contraintes que vous avez. Et en plus, à la fin des fins, c'est autant de textes qui partent au Conseil d'État, qui suivent la mécanique institutionnelle que vous connaissez par cœur. Donc voilà. Donc moi, j'ai bien en tête que le 25 juin, enfin le 24 juin de mémoire, il faudrait le transformer à fin juin ou décaler d'1 mois, et mes équipes sont en train d'y travailler avec la chancellerie. Tant que c'est pas fait, je vous dis pas que c'est fait. Donc voilà, mais je m'engage à y travailler et j'ai bien en tête votre point que je partage. Je partage à tel point que c'est pour ça qu'on a mis une habilitation à légiférer par ordonnance sur ce sujet. Donc on est en train de voir comment aller plus loin. Sur la question à la fois de Gilles Frémont, mais plusieurs d'entre vous l'ont évoqué, je pense à Olivier Safar également, c'est la question des dématérialisations.
Bon, moi, vous connaissez ma position. Je suis à fond pour dématérialiser au possible, puisque dans la loi Elan, d'ailleurs, on a donné les bases permettant de faire ces dématérialisations. Donc, je suis complètement convaincu qu'il faut y aller. Aujourd'hui, on est dans les textes d'application de tout ça. C'est d'ailleurs un décret, non un arrêté vis-à-vis de la question évoquée par Gilles Frémont, si ma mémoire est bonne. Et sur la dématérialisation des AG, on est aussi sur un décret. La difficulté qu'on a, c'est que beaucoup de textes devaient sortir maintenant. Les mêmes équipes qui font les ordonnances sont les équipes qui étaient normalement en train de faire ces textes. Et ces mêmes textes sont le plus souvent des textes qui passent en plus au Conseil d'État avec un maximum de 2 mois, mais le même Conseil d'État qui a des dizaines de textes et d'ordonnances exceptionnelles à traiter. Ça veut dire que même si ma volonté elle est totale d'appuyer sur l'accélérateur pour sortir au maximum ces textes, vous dire que je vais réussir dans la période exceptionnelle à sortir encore plus tôt que prévu l'ensemble de ces textes, ça ne serait pas d'une grande honnêteté intellectuelle et je pense que vous me comprenez. Ce qui est juste dommage, c'est que ce qu'on avait prévu dans la loi Elan, en fait, tout devait être fini. Alors, j'ai plus la date en tête, mais je crois que c'était au courant du mois de juin. Ce qui est dommage, c'est qu'on a 3 mois de décalage. Mais sauf que ces 3 mois de décalage qui devaient nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés sont précisément 3 mois où toutes nos équipes et toutes nos forces pour reprendre la comparaison militaire, sont alignées de manière très ordonnée, très pilotée pour parer au plus urgent. Parce qu'évidemment, entre sauver les contrats de syndic ou dématérialiser les prochaines AG, collégialement, on sera tous d'accord pour dire que la priorité devait être donnée aux ordonnances pour les dates des AG. Voilà. Donc, on fait au mieux. Et je peux vous dire qu'on y travaille beaucoup, beaucoup. Et c'est une sorte d'indulgence compréhensive, si je puis dire, à laquelle je nous appelle collégialement, non pas que cela soit un signe d'abandon, au contraire, c'est un signe de très forte détermination, mais on fait au mieux dans la période totalement… Un petit clin d'œil, Monsieur le Ministre, pour vous détendre un peu, ça ne doit pas vous arriver très souvent. Moi, je vois une communauté aujourd'hui qui est très pressante pour la dématérialisation. Il y a encore 2 mois, c'était un peu moins le cas. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a… je le dis volontiers. Non, mais encore une fois, moi, je suis… et puis, vraiment, vous connaissez mon… on se connaît, hein. Moi, je vous dis franchement les choses, ça ne sert à rien Très clair. La confiance passe d'abord par la vérité dans tous les propos qui sont tenus. Le président Imbert évoquait la question des recours. Donc là aussi, on essaie de trouver des solutions. Comme je disais sur l'ordonnance, sur la purge des recours, notamment, on a eu un vrai sujet. La difficulté, c'est que de la même manière, vous, encore une fois, vous qui êtes des femmes et des hommes de loi, on ne peut pas, parce que moi je suis le représentant de toutes les professions et de tous les Français, on ne peut pas aller de manière très forte vis-à-vis de délais qui nous arrangent nous, et d'aller en sens inverse vis-à-vis de délais qui ne nous arrangeraient pas nous, mais qui pour autant arrangent d'autres. Il faut qu'on garde un certain équilibre, même si, je vais être là aussi très clair, et on en a parlé avec le président Imbert, que je remercie, je vais être très clair. Moi, mon sujet, c'est à la fois de maintenir l'économie au moment où on se parle, mais en même temps de préparer le plan de relance d'après. Ce qui me gêne dans l'ordonnance qu'on a passée la dernière fois, c'est que certes, ça maintient le moment présent, mais enfin, ça obère la chance de reprise tout de suite après la crise. Donc, il nous faut trouver la solution pour s'assurer qu'on puisse préparer avec le maximum de visibilité la reprise juste après. Il ne faut pas oublier en plus que dans notre secteur, à la suite de la reprise, il y a également les élections municipales qui sont là. Et donc, avec des équipes municipales dont on a prorogé les pouvoirs, mais qui, par définition, dans le moment et du fait de la prorogation, forcément ne seront pas avec la même approche s'agissant de délivrer les permis de construire ou autres qu'en temps normal. Et c'est bien normal. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est tout à fait logique. Mais tout ça, nous, notre responsabilité, c'est d'appréhender la chose d'un point de vue global pour construire le point.
vis-à- -vis de ce que disait Olivier Colombel, ou Colombet, pardon. Colcombé. Pardon, excusez-moi, Monsieur Colcombé, sur la question de la réactivation des mandats, et puis une deuxième question sur la question du fonds d'indemnisation. Sur la réactivation des mandats, c'est sûr qu'il y a très peu de mandats au moment présent. Il y en a quelques-uns, mais il y en a très peu. Il y a aussi des réalités qui les empêchent. Moi, je passe mes journées à essayer de faire en sorte, j'ai souvent utilisé cette expression, notre pays ne peut pas avoir un encéphalogramme plat en termes d'activité économique et sociale. Donc, on essaye, dès lors que la sécurité sanitaire est assurée, de maintenir ces activités. Mais ça veut dire tout au bout de la chaîne, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas à la fin faire votre déménagement, vous avez un gros problème au moment où vous signez votre mandat, évidemment. Donc, c'est toute la chaîne. Ma journée est occupée par toute la chaîne d'amont en aval et vice-versa pour essayer de maintenir au maximum les activités dès lors que les conditions sanitaires sont respectées. Je vous donne à ce titre un exemple. Je le dis parce que il y a dans le chat du côté de l'écran quelqu'un qui posait la question. C'est par exemple la double dématérialisation, si je puis dire, s'agissant de la réception des VFA. Oui. Sur lequel, là aussi, on a beaucoup travaillé, y compris avec le président Imbert et avec certains d'entre vous, avec les syndics, il y a quelques jours, qui est là aussi très importante pour nous, parce que le message principal qu'on envoie aux acteurs, c'est quand les réceptions de chantier peuvent être faites, il faut qu'elles soient faites. Ces réceptions de chantier, dès lors qu'il n'y a pas ces réceptions de chantier, c'est tout l'aval de la chaîne, et y compris vous, qui êtes impacté, notamment d'un point de vue pécunier in fine. Donc, tout ça, on l'a bien en tête. Et pareil, alors la dématérialisation, la double dématérialisation, ce n'est pas le bon terme technique, enfin, vous voyez l'idée. Ça, c'est des sujets sur lesquels c'est à notre main, donc on essaie de modifier les textes pour le permettre. La réception des chantiers, ce n'est pas qu'à notre main, bien entendu. Mais ça veut dire accompagner, vous avez vu tous les débats qu'il y a eu sur la reprise des chantiers, avec beaucoup de travail que nous avons fait avec Muriel Pénicaud, Elisabeth Borne et moi-même vis-à-vis des différentes fédérations pour convenir d'un guide des pratiques sanitaires pour permettre, là où les conditions sanitaires sont assurées, la bonne tenue des chantiers. Mais parce qu'un chantier, ce n'est pas que le tunnelier pour le Grand Paris Express. Le chantier, c'est ce qui permet de faire vivre aussi les immeubles. Quand vous avez, pas que les travaux d'urgence d'ailleurs, mais un travaux de maintien, de maintenance nécessaire d'un immeuble, il faut le faire. Bon. Et donc là, moi, je salue vraiment, on a un groupe de suivi avec, par exemple, les ascensoristes, les entreprises de nettoyage, et puis l'ensemble de ces acteurs artisans ou plus gros qui font vivre les bâtiments. Ben, là aussi, on travaille beaucoup avec eux pour maintenir leur activité, c'est totalement nécessaire. Mais pour répondre à la question de M. Colcombé, typiquement, pour maintenir les mandats, pour faire en sorte que la chaîne en aval continue au maximum, bah, c'est permettre la réception des chantiers, permettre la double dématérialisation des VFA. Sur la question du fonds d'indemnisation, alors c'est une question, je sais, qui est très compliquée, parce que c'est ce que je disais en introduction, ce qui vous montre bien que je l'ai vraiment en tête. Parce que, dans beaucoup de vos structures, bah, c'est plutôt le fonds d'indemnisation que le chômage partiel. Et ce fonds d'indemnisation, il a été pensé, c'est vrai, sur des structures qui ont plus un revenu linéaire qu'un revenu décalé, comme ça peut être le cas dans votre profession. Alors, ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, il faut voir l'état d'esprit qui est le nôtre, la faisabilité dans le moment et ce qui pourrait être fait après. Je dis ça parce que, évidemment, aujourd'hui, l'important, c'est que chacun puisse subvenir à ses besoins dans un moment où il n'y a plus de rémunération. Et ça, c'est qu'est-ce qui se passe en mars, qu'est-ce qui se passe en avril. Si en mars, vous avez des rémunérations parce que le mois précédent, en fait, vos facturations tombent en mars, bah, vous arrivez à subvenir au mois de mars. C'est pour ça qu'on prolonge d'ores et déjà, on a annoncé au mois d'avril et qu'on verra ce qu'il faut faire au mois de mai. De la même manière, quand je parlais du plan de relance, c'est-à-dire du plan de l'après, tous ces débats de se dire, en fait, on aura une courbe de Gauss, si je puis dire, c'est-à-dire que pour l'instant, ça va, et puis en fait, ça va plonger après, ben ça, il faut qu'on en parle. Mais vous le comprendrez là aussi aisément
qu'au moment où je vous parle, ma priorité, c'est de faire en sorte que chacun puisse subvenir à ses besoins pendant la crise à la fin du mois. Et si courbe de Gauss il y a dans la profession, on va se mettre tranquillement autour d'une table, on va en discuter et on va voir qu'est-ce qu'il faut qu'il soit fait. Dit autrement, ce n'est pas parce que le sujet n'est pas appréhendé aujourd'hui qu'il ne pourrait pas l'être plus tard. Et puis d'ailleurs, en vrai, tout ça va dépendre aussi beaucoup de ce qu'on arrive à faire pour relancer la machine juste après la période de confinement. Ça va dépendre aussi évidemment de la durée de ce temps de confinement. Donc ça n'est pas parer au plus urgent, c'est hiérarchiser et faire les choses dans l'ordre. Voilà. De la même manière, j'ai vu dans le chat, il y a des personnes qui se disent « oui, mais moi j'ai moins d'un an d'existence, donc je ne peux pas comparer par rapport à l'année dernière ». Ça, c'est pris en compte par les services de Bercy. Tout comme le 70%, on est d'ores et déjà passé au 50% parce que d'ores et déjà, on fait le retour d'expérience de ce qu'on a vécu au mois de mars pour vous montrer là aussi l'agilité avec laquelle on agit. Et sur le fonds d'indemnisation, j'attire votre attention vraiment sur la disponibilité des services de l'État, là aussi. Les services de Bercy font un travail fabuleux pour accompagner les personnes. Ils font ça évidemment avec énormément de bienveillance, de suivi pour accompagner tout le monde. Sur les questions de monsieur Olivier Safar, sur la dématérialisation, j'en ai parlé. Sur les frais de syndic de copro, je n'ai pas la réponse sur les frais d'ores et déjà. Ouais, des convocations passées, je n'ai pas la réponse. Est-ce que c'est du cas par cas ou autre? C'est un sujet qui ne m'est jamais remonté, donc je ne pourrais le dire. Je suis confus parce que je n'ai pas compris la question de Pascaline Deschlet-Tolo. Ah, mais elle était pourtant très courte, mais je ne l'ai pas comprise. Trop courte alors. Pascaline. Oui, vous m'entendez? Oui. Voilà, merci. Il existe parmi les 25 ordonnances qui ont été prises mercredi dernier, une ordonnance qui concerne les réunions et délibérations des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de la personnalité morale. Cette ordonnance organise de façon souple et dématérialisée les convocations des assemblées générales des sociétés. Est-ce que, donc dans la liste des entreprises ou des personnes qui sont concernées par cette ordonnance, il y a le champ d'application, il y a un petit notamment. Et je pense qu'il ne serait pas très difficile de rajouter en 11e position après les associations et les fondations que les assemblées générales ou les syndicats de copropriété peuvent être concernés par cette ordonnance, ce qui vous permettrait de voir venir la mise à jour de la loi Elan en ce qui concerne la dématérialisation et utiliser dès maintenant cette ordonnance pour les assemblées générales de copropriété et ça pourrait fonctionner jusqu'à la fin de l'état d'urgence. Et je pense que ce serait une manière de simplifier et de rendre possible dès maintenant les réunions d'assemblée générale, pas les grandes réunions parce que la visioconférence ne fonctionnera pas pour énormément de gens, mais au moins pour pouvoir dégager du temps pour les assemblées générales qui vont devoir être convoquées par la suite à la fin de l'état d'urgence. Alors moi, je suis prêt à tout regarder, mais je pense que malheureusement, aujourd'hui, sur la dématérialisation des AG, on a déjà le vecteur législatif par la loi Elan. La question, c'est de mettre en place les décrets, ce que je disais tout à l'heure. Olivier disait tout à l'heure, est-ce qu'on peut simplifier l'identification? Le truc qui est hyper compliqué, c'est que, regardez, là aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est 1426. Je ne sais pas qui est connecté, sûrement des gens tout à fait respectables. Si on donne un droit de vote pour savoir si mes propos étaient convaincants ou pas, n'importe qui peut voter sans vérifier son identité. Donc c'est là où c'est hyper compliqué et c'est pour ça que ces décrets ils sont nécessaires et que simplement le mettre dans l'ordonnance, en fait aujourd'hui, et ça peut valoir le coup si ça nous permet de gagner en temps dans le volet du canal institutionnel. C'est ça qu'il faut qu'on regarde. Ce qui moi, est le plus difficile pour moi aujourd'hui, c'est de finaliser tous ces textes dans la complexité qu'ils ont de manière inhérente, confère la question également que posait Olivier Safar, mais bien noté, on va regarder.
Enfin, le dernier point sur les charges de copro ou sur les loyers. Bon, il y a déjà un point qui est clair et je me suis exprimé dessus. Je refais une interview qui paraît demain et on fera un communiqué de presse. Déjà, la première chose, c'est que il n'y a pas de suspension des loyers d'habitation. C'est important de le dire parce que c'est une question qui légitimement peut être posée ici ou là, parce qu'il y a eu des choses qui sont parues dans d'autres pays européens, je pense aux Allemands, mais qui ont un process très différent du nôtre, parce que en Allemagne, en fait, leur suspension des paiements est en fait un report et est en fait la clause qui permet d'éviter les expulsions locatives. Là où moi, par la loi, j'ai prorogé la trêve hivernale qui me permettait d'éviter les expulsions locatives. Parce que le système allemand est un système très différent. Bon. Et pourquoi on appelle à payer les loyers? Parce qu'on se substitue aux ressources via le chômage partiel, via le fonds d'indemnisation. Se substituant ainsi aux ressources, eh ben, ça doit nous permettre de faire de prendre d'honorer ses dépenses et ses charges. Ayant dit cela, et c'est ça que j'annonce demain, on a mis en place tout un réseau avec les ANIL, avec les ADIL, les agences départementales d'information sur le logement, et également avec les départements dans le cadre du Fonds de solidarité pour le logement, le FSL, qui est doté de 350 millions d'euros, ce FSL, pour pouvoir accompagner là où il y a des difficultés. Bon. Ça, c'est sur le volet loyer d'habitation. Après, sur le volet des baux commerciaux, puisque certains peuvent être concernés, c'est vrai qu'il y a un accord global qui a été pris aujourd'hui avec les principaux représentants des propriétaires bailleurs de baux commerciaux en bas d'immeuble. Que ce soit des propriétaires privés ou des propriétaires du logement social, dont un certain nombre sont avec un statut privé. Ensuite, sur des propriétaires de plus petite ampleur, c'est-à-dire pour qui ça pose des difficultés, là, j'ai très clair aussi, la mécanique n'est pas complètement finalisée, pour les mêmes raisons que j'évoquais tout à l'heure. C'est des sujets qu'on travaille avec nos collègues à Bercy. La mécanique n'est pas complètement finalisée là-dessus. Donc, je l'ai bien en tête, je n'ai pas la réponse précise pour ce cas de figure-là, qui représente une petite portion de tous les autres, mais pour ce cas de figure-là, qui ne serait pas à même d'assumer un report des charges ou du loyer qui lui sont payés, bah, c'est toujours des discussions qu'on a avec nos collègues de Bercy pour trouver les meilleures solutions. Je suis désolé parce que je suis terriblement en retard, il faut vraiment que j'y aille. Un grand merci à vous. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos difficultés. Enfin, on est là pour vous accompagner et aussi de vos propositions pour la relance de l'activité. Moi, je pense vraiment qu'on a un rôle collégial à jouer très fort, maintenant pour faire vivre les immeubles et demain pour faire repartir l'économie. Donc voilà, je compte sur vous. Aidez-moi à vous aider. Restons unis et faisons-le avec beaucoup de solidarité. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. On va continuer après vous et on vous dira ce qui méritera d'arriver jusqu'à vous. Merci encore. Alors, on va reprendre le cours de nos échanges. Bon, beaucoup de choses ont été dites. Je pense que les débatteurs, selon la règle du jeu que leur avait fixée, ont posé les principales questions, celles qui leur paraissaient les plus brûlantes. Alors, on n'a pas fait le tour de chacun des métiers. Si vous voulez bien, on va reprendre de manière assez méthodique notre discussion. On n'a plus de représentants des pouvoirs publics avec nous, le ministre parti, Michaël Nogal parti, mais là encore, et Julien Denormandie nous l'a demandé, on pourra bien sûr faire remonter les questions qui restent, qui n'ont pas trouvé de réponse dans le discours du ministre ou qui n'ont pas trouvé d'éclaircissement de la part de Michaël Nogal. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'inquiétudes lourdes, en tout cas, qui ont été réglées. Je pensais aux 1 500 €, Solidarité État-Région. Je pensais aux délais de convocation et aux tenues d'Assemblée Générale, à la dématérialisation, les questions des loyers. Il y a quand même beaucoup de choses. Et le ministre nous a parlé aussi, mais Émilie reviendra tout à l'heure, d'un sujet qu'on avait exclu a priori, qui est tout l'amont,
hein, c'est-à-dire la partie construction, aménagement. Jean-François Humbert l'avait un peu évoqué aussi. Je crois savoir qu'on va réserver ça à une autre réunion. On a déjà un petit peu défloré le sujet. Alors, méthodiquement, on va peut-être reprendre les choses. En matière de transactions, si vous voulez bien, donc on va rouvrir chacun des tiroirs pour voir ce qu'il y reste, hein. En matière de transactions, Olivier ou Émilie, hein, qui connaît bien ce métier aussi, quelles sont les inquiétudes qui n'ont pas été évoquées dans l'échange que vous venez d'avoir avec Julien de Normandie, Olivier. Alors que ça concerne le statut, je dirais, hein, des personnes qui travaillent au service de la transaction, en particulier les agents commerciaux, ou le process de transaction et notamment pour faire aboutir les ventes qui sont initiées. Alors, deux points, mon cher Henri. Le premier, je trouve que M. le ministre a axé sa réponse plutôt sur le VFA, la construction, sur la transaction ancien, c'est vrai, qui est quand même la grande partie des volumes. Donc, je pense que ça mérite, soit comme il a proposé une rencontre dans les jours qui viennent, y compris dématérialisée avec ses équipes, mais pour recadrer la question qui est bien, dans le cadre d'une transaction ancien, où il est beaucoup plus dur d'ailleurs de dématérialiser de bout en bout le processus d'achat depuis l'évaluation du bien. Je ne vois pas comment on fait une évaluation d'un bien en province ou à Paris à partir d'un iPhone dématérialisé, si je puis dire, jusqu'à l'acte. Donc ça, je crois qu'il faut recaler ça et faire passer à ces équipes de quoi travailler un peu plus précisément sur le sujet. Ça me semble une c'est évidence. dans un rapport, Olivier, je me permets de dire que quand tu dis le gros, c'est l'existant, on est dans un rapport de 1 à 10. Hein. Oui, voilà. Justement. Donc, je crois que… voilà. Et le VFA, de toute façon, s'inscrit dans la durée. On a beaucoup plus de temps, si je puis dire, et de visibilité pour le faire, pour le déboucler, aller jusqu'à son terme. Et d'ailleurs, nous, dans le groupe, on a moins de baisse de signatures VFA que de signatures, bien évidemment, d'actes traditionnels. Et beaucoup a été l'objet de la loi Elan, de la dématérialisation, etc. Nous, dans le groupe, chez Capifrance, Optium, Refleximo, on a énormément dématérialisé le process. Il me semble que, et M. Humbert pourra probablement répondre, il me semble qu'il reste un petit élément, même si le Conseil de l'ordre a briefé ses équipes pour être un peu plus souple sur la signature des actes et donc d'être en capacité de donner pouvoir au notaire de signer. Il me semble que là, il y a encore un élément, un petit crunch un petit verrou qu'il faut faire sauter pour permettre dans les semaines et les jours, les semaines à venir de confirmer les actes qui débloqueront bien des dispositions et des positions personnelles, individuelles, pas simplement des professionnels, mais aussi de ceux qui le servent, c'est-à-dire les clients finaux, pour aller jusqu'au bout d'un acte, bien évidemment. Et il a raison, c'est vraiment de A jusqu'à Z. Aujourd'hui, j'ai lu des textes de loi, si vous avez vendu votre appartement ou votre maison, vous n'êtes pas obligé de le lâcher, puisque vous n'avez pas le droit de déménager. Donc tout ça, bien évidemment. Mais j'axerai surtout mon propos, moi, le confinement, il est là, les professionnels ont pris leurs dispositions pour se protéger et protéger les clients. Je crois que l'axe numéro 1, après 2 semaines de mobilisation sur l'organisation et la sécurité des personnes et la continuité d'exploitation, je crois que l'axe maintenant, c'est comment est-ce qu'on se prépare à la sortie de confinement en débloquant cet iceberg qui s'est créé, là, ce gel de l'activité. Et jusqu'à maintenant, ce que nous avons entendu et les ordonnances étaient plutôt dans la continuité du gel que le contraire. Donc, ce n'est pas ce que j'ai entendu du ministre, et ça, c'était quand même une très, très bonne nouvelle. Nous sommes entendus. On le savait parce qu'avec l'UNIS, on a œuvré sur le 50%, puisque c'est une suggestion qui venait des groupes de travail de l'UNIS. Henri, vous en êtes bien informé. Donc, on sait qu'on est écouté et on sait que ça progresse. Voilà. Et le dernier point qui n'a pas du tout été invoqué, en tant que patron d'un groupe, il me semble important, les 25% de financement par l'État / la BPI qui pilote ceci sur ces plateformes, 25% d'endettement possible pendant 12 à 18 mois, 25% du chiffre d'affaires de l'année 2018, c'est aussi une mesure excessivement avant-gardiste et de soutien de l'activité pour éviter bien évidemment les faillites et tout le licenciement qui en découle. On ne l'a pas abordé, mais je souhaitais le préciser, c'est aussi une mesure qu'a pris le gouvernement et que je trouve remarquable.
Merci Olivier. Alors avant Émilie et Benjamin qui m'ont demandé la parole, je vais demander à Jean-François Humbert très logiquement d'enchaîner. Maître, aujourd'hui, dans le process qui peut permettre aux quelques 100 000 transactions, je crois, en France, qui sont dans les tuyaux, d'aboutir, qu'est-ce qui est encore gênant? Alors, on a lu pour beaucoup d'entre nous une lettre très didactique que vous avez faite à Julien de Normandie en expliquant, je crois qu'il y avait 3 parties, ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on sait faire, ce qu'on pourrait faire. Aujourd'hui, les notaires en sont où en tant qu'interlocuteurs des collectivités locales, je pense aux DIA, des particuliers, des SRU, des professionnels de la transaction? Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne bloque pas? Sur quoi faut-il faire un trait parce qu'on ne saura pas faire? Soyons très, très précis, très concrets. Vous savez l'être et puis vous êtes un professionnel aussi, vous êtes notaire vous-même. Alors effectivement, il faut bien distinguer entre ce qui est le droit et ce que sont les difficultés pratiques. Tout à fait. Le droit, il est fait pour avancer, pour évoluer si on en a besoin. Alors en droit, les offices, les études sont équipés, se sont adaptés pour continuer à fonctionner. Au moins 90% des études en France travaillent. Mais on sait que l'impératif étant la protection sanitaire, il n'y a pas de réception de la clientèle physique dans les études. Le confinement, c'est la protection de la santé publique. Donc, des solutions ont été développées pour développer effectivement les procurations, pour faire en sorte que les ventes puissent continuer à être sciées quand les dossiers sont arrivés à leur terme et qu'ils peuvent l'être. Donc, en droit, il y a toujours moyen de trouver une solution. Mais quand ils peuvent l'être, parce que l'on a longuement évoqué avec le ministre la question des droits de préemption. Pour nos auditeurs, ceux qui nous regardent, il faut savoir que dès lors qu'on est dans une agglomération urbaine, en gros, quand on vend une maison, il y a un droit de préemption qui profite à la commune. C'est-à-dire que la commune peut décider d'acheter par priorité à tout autre. Voilà. Or, l'ordonnance du 25 vient de suspendre l'instruction de ces déclarations qui avaient été faites. Lorsque le droit de préemption n'était pas purgé au 12 mars, il faut dorénavant attendre après le 25 juin pour purger le droit de préemption. Ce qui signifie que tous ces dossiers sont aujourd'hui bloqués. Et c'est la raison pour laquelle j'étais intervenu, le ministre l'a rappelé, j'étais intervenu en urgence pour faire valoir qu'il faut nécessairement travailler sur ces questions de telle sorte que l'on ne gèle pas pendant 2 mois la régularisation des ventes. Donc le droit, il est là bien sûr pour évoluer. Après, il y a également des questions pratiques. Alors tout à l'heure, vous disiez, j'avais fait une lettre didactique pour dire ce que les notaires savent faire. Je n'avais pas utilisé ça, j'avais dit peuvent. Alors ce que les notaires ne peuvent pas faire, c'est évidemment régulariser une vente quand les parties ne le veulent pas. Et on le rencontre, vous le rencontrez également dans votre activité, lorsque notamment on ne peut pas déménager. Ou bien lorsque un acquéreur vous dit « mais moi je veux revisiter avant ». Et pourtant, un grand nombre d'agents immobiliers ont eux aussi essayé de s'adapter, ont proposé des visites virtuelles avec un iPhone pour bien montrer dans quel état est le bien, pour aller là où la personne qui ne peut pas s'y rendre physiquement, mais qu'on s'y rende, qu'on puisse lui montrer pour avoir une réponse. Pour autant, un grand nombre de personnes aujourd'hui ne souhaitent pas, ne veulent pas régulariser. Il faut reconnaître que ces personnes n'ont pas complètement tort. Lorsqu'on est dans une opération en chaîne, c'est-à-dire Pierre qui vend à Paul, qui vend à Jacques, lorsque l'un des deux ou les deux ne peuvent pas déménager, eh bien tout se retrouve bloqué. Donc, il est exact qu'il y a des contraintes matérielles, mais on essaie également de conseiller aux personnes, éventuellement de pouvoir anticiper, de pouvoir préparer un déménagement qui interviendrait plus tard, peut-être d'accorder des délais pour déménager. Il faut discuter. Il faut essayer de trouver des solutions. Surtout, il faut anticiper, et pour les personnes qui ne voudraient pas régulariser leur vente, il faut que tout soit prêt et que dès le confinement levé, eh bien, dans la foulée, toutes ces ventes puissent être régularisées de façon à ne pas prendre davantage de retard. Mais je le redis, il est vraiment important de travailler sur les dossiers actuels. Je l'ai cité aussi et je me félicite de l'écoute que j'ai pu avoir auprès des services du ministère de la Finances. Pour des questions de confinement également, d'organisation du travail, les services de publicité foncière avaient cessé pour la plupart de fonctionner dans 40 départements. Et j'avais alerté notamment le ministre des Comptes publics, mais aussi le directeur général des Finances publiques, sur le fait que si l'on n'avait pas ces pièces préalables qui permettent de confirmer
que le vendeur est propriétaire, qu'il n'y a pas d'opération de saisie, qu'il n'y a pas d'hypothèque, eh bien, tous les dossiers seraient bloqués. Et il m'a bien été confirmé qu'à partir de demain, 1er avril, tous les services de publicité foncière vont rouvrir. Donc, si les études travaillent, c'est aussi pour constituer ces dossiers. Mais ces dossiers, là aussi, aujourd'hui, vont les nouveaux dossiers, parce que tout simplement, il n'y a plus de visites, et donc des décisions d'acheter se font de plus en plus rares. Mais Bien sûr. néanmoins, il faut être présent, et tout ce qui peut être fait doit l'être. Un petit mot sur les banques, maître. Bon, ce sont aussi vos interlocuteurs, et les interlocuteurs des acquéreurs et des agents immobiliers. On en est où? Est-ce qu'aujourd'hui, globalement, on pourra citer des enseignes, mais la communauté des établissements prêteurs est encore capable de sortir une offre de prêt, de mettre en force un crédit? Je parle là encore des affaires qui sont déjà engagées, je ne parle pas des propositions. C'est un autre sujet. On entend que l'activité des banques s'est réduite, mais elles sont encore capables d'examiner une demande de prêt. Je parle de ce qui était dans les tuyaux. Alors, ceux qui étaient dans les tuyaux, qui donnaient lieu à instruction, d'une façon générale, nous constatons dans nos offices que ces dossiers continuent à être instruits. Pour autant, et je reviens à cette question des délais, il y a des questions que nous nous posons et qui sont sérieuses pour savoir si finalement il ne va pas falloir attendre le 25 juillet l'expiration des délais de réflexion pour les offres de prêt. Donc, nous avons là aussi des questions de nature juridique. Il faut que nous y travaillions avec les pouvoirs publics. Donc, les dossiers anciens, c'est exact, sont instruits. En revanche, les quelques nouveaux dossiers qui viennent d'arriver, par retour d'expérience, les quelques promesses de vente, compromis de vente qui ont pu être signés ces derniers jours, pour l'instant, les services bancaires, semble-t-il, ont tendance à faire savoir que la priorité, c'est le soutien à l'économie et aux entreprises. Bien sûr. Elles aussi sont soumises à des difficultés de travail parce que le télétravail, on l'organise, ce n'est pas aussi simple, aussi forcément efficace. Et donc, elles concentrent leurs forces sur le soutien aux entreprises et l'instruction des dossiers de prêt immobilier pourrait prendre un peu de retard. C'est très clair. Merci de ce regard sur le monde bancaire. Émilie et Benjamin Darmouni, vous avez demandé la parole l'un et l'autre. Allez, Émilie. Émilie Jousset. Je voulais juste compléter l'intervention d'Olivier Colcombé et les réponses de Maître Humbert ont été complètes. Suite à l'intervention du ministre, donc on peut voir que tout n'est pas réglé. Donc on peut juste espérer que les modifications qu'on a demandées aujourd'hui soient bien prises en compte. Et donc c'est pas encore fait. Malheureusement pour la dématérialisation, aujourd'hui on constate à son intervention qu'on n'a pas de réponse et qu'elle sera prévue éventuellement dans les 2 décrets qui étaient en cours de la loi Elan, mais que du coup, ce sera après la sortie de crise, alors qu'on le voulait vraiment dès à présent, pour évoquer dans notre prochaine conférence la semaine prochaine justement comment sortir de cette crise et les conséquences. C'est déjà une partie de réponse et aussi des questions qu'on va du coup lui reposer puisqu'il est disponible, il nous l'a prouvé aujourd'hui, on en est ravis et on continuera donc dans cette voie-là. Parfait. Émilie, moi je n'entends plus. Ah bon, moi je t'entends. Voilà, ça y est. Je t'entends très bien. Voilà, donc du coup, je laisse la parole à Benjamin pour compléter aussi je vais l'intervention. intercaler avec l'autorité de l'animateur que j'ai, je vais intercaler une petite remarque d'Olivier Colcombé, parce qu'on reste sur le sujet transaction, j'imagine. Il a levé la main. Et ensuite Benjamin. Oui, effectivement, et ma question est pour Jean-François Humbert majoritairement. Il y a des craintes autour de la mobilisation des établissements bancaires, pas seulement dans un report des financements, mais pour certains emprunteurs qui pourraient être fragilisés par la crise, et une petite pirouette inélégante qui permettrait de repousser, voire refuser des financements en sortie de crise parce que la solidité des ménages… Il y a tout un tas d'événements que le confinement aura engendré qui pourraient fragiliser, y compris cette crainte d'avoir un bien hypothéqué dont la valeur ne serait plus égale à celle de l'avant-crise. Avez-vous eu Moi, j'ai eu un certain nombre de contacts, bien évidemment, avec nos amis banquiers et partenaires. Je trouve que l'État les a mobilisés très fortement sur les entreprises, j'en suis ravi.
c'est un tout petit peu plus flou sur la partie des emprunteurs particuliers et j'aimerais savoir si vous avez d'autres sons de cloche. Et là encore, des dizaines de questions sur le sujet, donc merci Olivier. Maître, vous avez une certaine visibilité sur ce qui se passe avec des emprunteurs, alors qui seraient donc en phase de demande de crédit. Il y a aussi ceux qui veulent des reports de mensualité. On commence à entendre que certains emprunteurs sentent qu'ils seront en difficulté. Comme conseil des ménages et comme confident des ménages, est-ce que vous voyez des situations de cet ordre-là, Maître? Pas encore. Il est prématuré aujourd'hui pour connaître le véritable impact que pourra avoir cette crise sanitaire. Évidemment, si le confinement doit durer très longtemps, nous aurons sans doute un impact négatif sur l'ensemble de l'économie. Si en revanche, le confinement, par bonheur, ne doit pas dépasser des durées trop longues, je n'ai pas de doute sur le fait que l'économie pourra rebondir parce qu'il n'y aura pas de défaillance d'entreprise. C'est surtout cela. Et votre invité avait raison de souligner la crainte de désolvabilisation des ménages. Elle est essentiellement liée aux défaillances d'entreprises que nous pourrions connaître. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. J'ai plutôt le sentiment que si de nouveaux dossiers de prêt ne sont pas instruits, c'est surtout parce qu'il y a une urgence stratégique. Oui, vous l'avez dit, oui. Partagée, qui est celle de venir au soutien des entreprises. Et c'est d'ailleurs parce qu'on viendra au soutien des entreprises que l'on pourra effectivement ne pas trop impacter les particuliers. Bien sûr, bien dire. Merci beaucoup. Alors, je sais que Benjamin Trépigne, Gilles Frémont a aussi demandé la parole. Il l'aura après Benjamin, parce que autrement, Benjamin va exploser. On connaît son impatience. Benjamin, à vous. Je ne comprends pas pourquoi vous dites ça, Henri. Je suis vraiment impatient. Il y a des réputations, Benjamin. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la gestion locative et notamment sur les informations contradictoires qui sont parues dans la presse. Le décret qui date d'il y a quelques heures ayant pour objet le fonds de solidarité à destination des entreprises, particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie, nous donne les conditions d'éligibilité des entreprises qui sont autorisées à décaler, et je dis bien décaler, le paiement de leur loyer. Ce n'est à aucun moment une suppression. Alors, nous, professionnels, on reçoit des mails, des courriers tous les jours des locataires qui nous demandent la suspension, quelquefois l'étalement. Locataires professionnels, pour être précis. Locataires professionnels, là. On parle de professionnels. Locaux commerciaux et professionnels. Mais on a aussi l'annulation du loyer ou alors complètement la renégociation du bail. Pourquoi pas? On renégocierait les conditions sur 9 ans et effectivement, on envisagerait la totalité du bail. Non, tout ça n'est pas réaliste. Alors, il nous donne des arguments comme l'obligation de délivrance, le cas de force majeure ou l'imprévision. Tous ces arguments ne nous semblent et ne nous paraissent pas réalistes. Il faut aussi comprendre que tous ces mails, ces courriers nous donnent un travail extrêmement important. Mais comme l'a dit le président et Émilie, nous sommes en guerre, donc nous comprenons que nous devons en faire plus. Mais néanmoins, j'aimerais bien attirer l'attention sur le point du décret du jour. Il y a 9 conditions à remplir, mais dont 3 qui me paraissent très importantes. L'entreprise à qui on autorise de décaler son loyer doit avoir un effectif de moins de 10 personnes, un chiffre d'affaires de moins d'1 million d'euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros. C'est ça. Dernière chose, décalage sans frais. Décalage évidemment sans frais. Évidemment. Et il nous manque un détail, c'est le loyer, mais quid des charges. Parce que les charges, quoi qu'il arrive, le propriétaire doit les payer. Donc, qu'est-ce qu'il en est de ce point-là? Et il faut aussi remplir, pour bénéficier de cette aide, remplir 2 autres points très importants. L'un, faire l'objet évidemment d'une interdiction d'accueil de public.
parce qu'on a des cas précis sur lesquels, effectivement, on vous interdit d'accueillir du public, mais néanmoins, votre commerce peut continuer à travailler, qui est la livraison à domicile pour de la restauration, par exemple. Et l'autre point, c'est avoir une perte de plus de 70% de son chiffre d'affaires entre mars 2020 et mars 2019. Voilà, il me semblait important de revenir sur ces points, puisque ça fait partie de beaucoup d'heures de travail pour tous les gestionnaires locatifs, et ils doivent répondre effectivement aux locataires toute la journée. Alors, c'est clair, beaucoup de questions portées là-dessus. Hein. On parle de locataires résidentiels qui assimilaient le message présidentiel à leur propre situation. Et donc, on voulait raser gratis, si vous me passez l'expression. Une question plus particulière d'étudiants, ça me concerne spécialement, qui sont des locataires du parc privé et qui disent, dans les résidences du Crous, il y a eu purement et simplement annulation des loyers. Pourquoi pas nous? Réponse de Benjamin, par exemple. Alors, écoutez, annulation des loyers. Alors, on a entendu aussi des sociétés annuler les loyers. C'est un choix. Voilà, la compagnie Fasbourg a annulé les loyers. Exactement, mais c'est un choix de l'entreprise, c'est un choix d'une entreprise privée. Évidemment, là-dessus, on n'a pas vraiment de commentaires à faire. Il faut savoir que notre parc, bien souvent, c'est rarement des investisseurs, c'est des particuliers qui ont investi dans un bien immobilier. Il faut savoir que la détention, le nombre de biens détenus par un habitant, c'est 1,2. Hein, donc, on est très, très loin des sociétés et des institutionnels. Et c'est des gens qui ont besoin de ces loyers pour vivre. Donc, non, malheureusement, dans les 90% des cas, ils ne peuvent pas annuler les loyers. C'est clair. Gilles, oui, Benjamin, et ensuite Gilles Frémont. Sur un point, on évoquait la problématique des banques. Nous évoquons le décalage du loyer versus le décalage des échéances bancaires et que toutes les banques jouent le jeu. De sources certaines, je peux vous dire que toutes les banques ne jouent pas le jeu. Pour celles qui ne vous répondent pas qu'elles attendent la réponse de leur back-office, ça fait déjà 10 jours. Certaines d'entre elles jouent sur les mots pour ne pas suivre les instructions du gouvernement et justement donner un peu d'air je reviens sur eux, ces investisseurs ou ces institutionnels, parce que là on parle d'eux, puisque c'est eux qui sont extrêmement endettés sur leur parc. Et donc, bien sûr, ça ne joue pas sur les plus gros. Ça joue sur ceux de petite taille ou de taille moyenne. Des petits. Alors, Benjamin, sans anticiper sur ce que dira, je crois, la présidente Émilie Jousset avant qu'on se quitte, on devrait sûrement échanger avec les banquiers dans pas longtemps, parce que visiblement, ils sont au cœur du sujet. Gilles Frémont et ensuite Olivier Safar. Donc, on revient vers la copropriété, me semble-t-il. Gilles. Oui, et merci de me redonner la parole. Je voudrais souligner que notre ministre du Logement a entendu notre préoccupation concernant les assemblées générales au 30 juin. Donc, donc je pense que c'est un soulagement pour tous les gestionnaires de copropriété et tous les syndics. On a entendu le ministre évoquer un éventuel additif. Je voudrais le rappeler. Je voudrais encore une fois saluer l'ensemble du travail des gestionnaires de copropriété et des syndics. Les tensions commencent à monter dans certains immeubles. Notamment, on voit des affichages et autres, notamment autour des infirmières. Bon, ça, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais les tensions commencent à monter. Les gestionnaires, même si ce n'est pas vraiment le rôle premier… Précisez un peu, qu'est-ce qu'on peut reprocher aujourd'hui au personnel de santé dans les copropriétés, que je comprenne bien? Il y a des personnels soignants, des professionnels de la santé qui habitent dans des immeubles et les voisins leur demandent tout simplement de partir. Parce qu'ils seraient porteurs du risque, c'est ça? Exactement. Ce matin, j'ai encore eu dans mes mails un médecin qui exerce en tant que généraliste dans l'immeuble. Une de ses voisines a chassé carrément dans le hall des patients qui venaient la voir et lui a demandé de bien vouloir exercer ailleurs. Alors, on fait appel à nous pour régler la situation parce que bon, on fait
tout le temps appel au syndic quand il y a des problèmes de voisinage dans l'immeuble, même si ça ne concerne pas vraiment la copropriété. Et on essaye de gérer au mieux. Mais ce n'est pas toujours évident. On le fait en plus à distance et avec voilà, toujours beaucoup de diplomatie. Mais je voudrais quand même souligner que ça commence à être un petit peu tendu dans les immeubles. Et notamment, je rappelle que les cours d'immeubles et les jardins et les allées d'immeubles ne sont pas des espaces exemptés du confinement. Bien sûr. Il faut rester dans son appartement, se balader dans les cours d'immeubles. Alors, je comprends qu'il faille faire sortir les enfants et c'est très, très compliqué quand on est dans un appartement, je le conçois. Mais les cours d'immeubles, les allées d'immeubles ne sont pas des espaces non concernés par le confinement. Même règle. Je voudrais remercier aussi tout le travail qui est effectué par nos gardiens et nos gardiennes d'immeubles qui font un travail admirable en tout temps, mais surtout en ce moment. Les gestionnaires les ont tout de suite informés des gestes barrières et du fait qu'elles ne pouvaient pas faire leur travail en télétravail, bien sûr. Et je trouve qu'elles sont admirables, ainsi que l'ensemble des artisans, plombiers, serruriers, électriciens, et qui sont encore sur le terrain en deuxième ligne, métier de deuxième ligne, et qui assurent les dépannages. Hier, j'avais une fuite urgente. Le plombier a fait le tour de Paris pour récupérer des clés. C'était très compliqué parce qu'en plus, on a beaucoup de Parisiens qui sont partis en province. Les appartements sont inoccupés. C'est très compliqué. Donc, on gère les urgences et donc, je voudrais remercier à nouveau les gardiens d'immeubles, les employés d'immeubles et les entreprises. Concernant les assemblées générales… Oui. Une question sur les précautions sanitaires vis-à-vis de ces personnels dont on mesure aujourd'hui plus que jamais l'utilité sociale réelle. Est-ce qu'ils sont protégés ? La question des masques est posée, la question des pratiques, on parlait du code de bonne pratique pour les entreprises en bâtiment, que vous avez évoqué aussi, mais les gardiens concierges, c'est pareil, ils sont confrontés à… C'est vrai que il y a une responsabilité, Pascaline a demandé la parole, mais je pense qu'elle le dira tout à l'heure, me semble-t-il, il y a une responsabilité du syndicat copropriétaire et par délégation du syndic, qui est l'employeur. C'est effectivement le moment de rappeler que le gardien est l'employé du syndicat des copropriétaires, représenté par son mandataire, le syndic. Donc, on est responsable de la santé, de la sécurité des employés. Donc, c'est pour ça qu'on leur a on leur a passé des consignes dès le début, dès le premier jour. C'est une des premières choses qu'on a faites, les gestionnaires, leur passer des consignes. Leur demander de se protéger évidemment, de se nettoyer les mains régulièrement, de nettoyer systématiquement tous les points de contact, les poignées de porte, les boutons d'ascenseur. Pour le reste du ménage, de peut-être faire le strict nécessaire, de continuer à sortir les poubelles. On a rappelé que les loges étaient fermées au public. Ça, on l'a rappelé dès le premier jour. Mais évidemment, les masques. Alors, le masque, c'est surtout utile pour celui qui est malade. Celui qui n'est pas encore malade, lui, doit surtout se laver les mains et avoir des gants. Donc ça, il y a des fournisseurs spécialisés qui fournissent ce matériel. On a redonné les adresses, on a redonné les adresses mail, les contacts, mais c'est compliqué, vous pouvez l'imaginer, surtout en 24 heures, 48 heures, parce qu'on a tous appris du jour au lendemain qu'on allait être confinés. Il a fallu tout organiser en quelques heures. Vous comprendrez que c'est difficile de livrer 120 gardiennes. Nous, au cabinet, on a un petit cabinet, on a quand même 120 gardiennes. Donc, tout s'est fait un peu dans l'urgence et ça permet encore une fois de mettre en lumière, de mettre en avant l'agilité, la réactivité des gestionnaires de copropriété et des syndics qui, bon, je ne veux pas polémiquer, sont quand même malmenés depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, on voit que on ne compte pas non plus nos heures, on ne compte pas non plus est-ce que c'est vraiment, ça rentre dans mon contrat de syndic type, est-ce que ça rentre dans mes obligations. On fait. Voilà, on participe aussi à cet effort de solidarité et à cet effort national. Délégation, il n'y a pas de gardien concierge. Il y a en revanche un service délégué externalisé. Elles sont protégées aujourd'hui. On constate que les personnels portent masque, ont été préparés aux précautions. Alors oui, je vais répondre. Allez hop, Olivier, c'est bon. Ils ont été préparés. Ils ont reçu pour la plupart des gardiens employés d'immeubles ou des prestataires, des sociétés qui viennent nettoyer, des kits de protection. Kit de protection, dans la plupart du temps, vous avez des gants, mais ce sont des gants habituels pour le nettoyage, mais pour la protection, bien évidemment, des salariés, des gels hydroalcooliques et d'autres produits de nettoyage.
Alors, des masques, la plupart du temps, on nous a dit il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas. On ne peut pas leur fournir des masques de type FFP2 ou autre chose. En revanche, on leur a donné des instructions et très claires du départ. Un, c'est l'affichage sur le Covid-19 pour que ce soit clairement indiqué dans les parties communes de l'immeuble. Deux, d'indiquer que la loge était fermée à accès au public et bien évidemment à tous les copropriétaires et tous les résidents des immeubles. Et on leur a demandé de pouvoir répondre au téléphone aux demandes qui étaient les plus importantes et les plus pressantes. En revanche, bien évidemment, on est là pour les rassurer, on est là pour les accompagner, on est là pour leur envoyer les différents documents et rappeler que même en qualité de gardien, ils doivent quand même faire une partie du travail qui est de la sortie des poubelles, bien évidemment, qui est de nettoyer tous ces éléments de porte, code, ascenseur, boutons et autres poignées de porte pour éviter effectivement une propagation du virus. Ça, c'est un point important sur cette gestion des gardiens employés d'immeubles, mais aussi des prestataires de nettoyage. Les sociétés de nettoyage ont formé leurs collaborateurs, les salariés ont été formés, ils ont reçu des kits eux aussi de la même façon. Je voulais revenir sur un point. Tout à l'heure, on m'a posé la question de la reconvocation d'une assemblée générale et j'ai vu passer une question en ligne en me disant… Oui, il y en a eu plusieurs même. Voilà, il y en a eu plusieurs. Qui va payer la reconvocation? Je rappelle que quand on a négocié à l'époque votre contrat de syndic, vous avez prévu que dans la convocation de l'assemblée générale pour faire approuver les comptes, vous aurez les frais de photocopie qui sont à la charge du syndic qui va effectivement faire la convocation. En revanche, dans le cas de ce contrat de syndic qui a été fixé par décret, pour les assemblées générales supplémentaires, et c'est le cas bien évidemment, ces frais sont à la charge du syndicat des copropriétaires. Et c'est pour ça que je posais tout à l'heure la question de savoir est-ce qu'on ne peut pas demander une prise en charge par l'assurance du syndicat des copropriétaires sur les places des copropriétaires. C'est clair. Je crois que Pascaline, il y a un bon moment, avait demandé la parole et ensuite Olivier Colcombé veut aussi intervenir. Pascaline, si je ne me trompe pas. Oui, alors c'est peut-être un peu décalé, mais… Oui, c'est un peu décalé, mais je voulais apporter une réponse sur les loyers, les charges surtout, les charges locatives des loyers des entreprises commerciales et des locaux professionnels. On demandait, Monsieur Darmani, je crois. Darmouni, voilà. Benjamin Darmouni demandait ce qu'il en était des charges et les charges locatives suivent le même sort que les loyers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aucune sanction qui n'est prévue ou qui n'est due ou qui ne peut être exigée pendant la période prévue par l'ordonnance, c'est-à-dire qui va du 12 mars 2020 au 25 juillet 2019. D'accord, parfait. C'était cette précision que je voulais juste Parfait. donner. Merci beaucoup, c'est une réponse, il n'y a pas que des questions. Olivier, et puis je tiens à vous dire qu'ensuite, nous passerons à la conclusion qui sera dévolue très logiquement à Émilie Jousset. Je dirai quelques mots. Olivier, ça risque d'être la dernière intervention de fond. Merci Henri. Oui, 2 points. Le premier, la crise, opportunité bien évidemment. Pour finir sur un ton très positif, on voit bien que ça bouge, que la profession bouge. Nous sommes très digitalisés dans les réseaux de conseillers en immobilier indépendant. Je pense que c'est une tendance qui va se multiplier et donc moderniser la profession qui est déjà très appréciée par les startups qui travaillent beaucoup sur de nouveaux modes de travail, de nouvelles approches. Il me semble que c'est aussi la crise comme opportunité. Alors, c'est un doux rêve à moyen long terme, certes, mais c'est à prendre en considération pour accélérer toute cette mutation et y compris, on l'a bien compris, sensibiliser les pouvoirs publics dont on peut se satisfaire, voire s'étonner du côté pragmatisme. Et c'est probablement Emmanuel Macron patron plutôt qu'homme politique et on peut s'en réjouir. Je finirai cependant par une question. Nos collaborateurs, conseillers en immobilier indépendant, mandataires, quel que soit le terme retenu, agents commerciaux, sont souvent au RSI, ou pour nous, entrepreneurs, nous avons des charges sociales. Aujourd'hui, nous n'avons entendu parler que de report des charges sociales. Il me semble qu'à un certain moment, un report d'1 mois, déjà ça n'a lieu qu'une fois, puisque la fois suivante, on a juste un décalage d'1 mois, c'est bien. C'est sûrement pas suffisant, surtout quand on s'installe à minima dans un confinement qui va durer jusqu'à fin
avril et probablement plus longtemps. Voilà, donc je crois que, mon cher Henri, dans les PV de cet échange, de cette discussion à faire parvenir à notre ministre Julien Denormandie, il me paraît important, intéressant de souligner cette particularité. Entrepreneur veut dire soumis à charge sociale ou à RSI, et ça, c'est un vrai coup. Merci Olivier. Je dis, puisque ça fait partie de ce que je peux voir, que tu as beaucoup de remerciements de la part sans doute de conseillers, de négociateurs qui ont trouvé que tu étais un bon porte-parole. Mais c'était le cas aussi des autres. Je le dis parce que c'est toi qui as la parole. Un petit mot alors de ma part pour déjà enchaîner sur ce que tu viens de dire. Très, très clairement, il y a aujourd'hui une évolution des pratiques qui se fait sous contrainte, mais il en sort une modernisation des métiers. Là, je parle comme quelqu'un qui forme, qui contribue à former la relève. Il y a une accélération de l'histoire. Je disais tout à l'heure de façon un petit peu malicieuse qu'aujourd'hui, on supplie les pouvoirs publics de sortir tous les textes sur le digital. C'était un peu moins le cas il y a quelques mois. Voilà. Je donne la parole à Benjamin Darbouni, à Émilie Jousset. Je voudrais une nouvelle fois, en notre nom à tous, donc toute la communauté de ceux qui se sont connectés, 2000 personnes, et puis les quelques débatteurs, je voudrais les remercier de l'initiative. Je voudrais remercier chacun de ceux qui ont joué le jeu. C'est pas facile, on l'a fait avec une nouvelle méthode. Je trouve que on s'en est pas trop mal sorti collectivement. Voilà, on préfère quand on se rencontre. Là, on est empêché de le faire. On s'est quand même débrouillé. J'espère que tous ceux qui étaient de l'autre côté en ont tiré un certain nombre d'informations. Pas toutes, désolé. Il y a encore des questions. Et le travail continue, vous l'avez entendu, avec les pouvoirs publics. L'UNIS, ministre du Grand Paris, est là pour ça aussi. Benjamin, Émilie, je vous laisse les mots de la fin. Voilà. Alors, je vais peut-être laisser les derniers mots à Émilie. Vas-y, Benjamin, vas-y. C'est son événement et donc je vais juste dire un petit mot avant. Je pense qu'à situation exceptionnelle, moyen exceptionnel, nous avons organisé cette conférence pour cela. Ce succès, c'est grâce à vous et c'est le vôtre. Je voudrais remercier la considération et la disponibilité de notre ministre pour notre initiative et pour répondre aux professionnels de l'immobilier que nous représentons. C'est très, très important d'être solidaire dans des moments aussi difficiles et avoir organisé aux côtés d'Émilie cet événement a été un vrai plaisir et donc je lui laisse la parole maintenant. J'intercale des remerciements. Merci Benjamin. Il ne faut pas oublier Valentin Fruteau. Voilà. Vous savez, comme on dit à la pièce de théâtre, sans lui, on n'aurait pas eu cette faculté d'échanger entre nous. Donc, merci beaucoup à Valentin. Il a bien travaillé. On n'a pas eu de problème. Voilà, ça a été fluide. Grand merci. Maintenant, définitivement, c'est Émilie qui va parler. Oui, Benjamin. Et tous les intervenants et surtout à notre animateur, Henri, merci à toi aussi, évidemment. Je crois que Valentin à la technique peut rétablir le son de tout le monde pour la conclusion. Merci évidemment donc aux ministres et aux députés qui ont montré que l'UNIS Île-de-France et l'UNIS en général étaient les interlocuteurs naturels des pouvoirs publics. Aujourd'hui, on a fait donc une grande première, cette visioconférence, donc qui a bien fonctionné. On espère qu'elle vous a passionné. Comme on a pris plaisir à l'organiser. Évidemment, on retient les mots du ministre sur la rapidité avec laquelle ils sont capables de prendre des ordonnances. Donc, on attend évidemment la même rapidité future pour les modifications dont on a parlé avec lui. Soyez assurés que tous les managers de l'immobilier qui sont connectés aujourd'hui, que nous relayerons par écrit, évidemment, toutes les propositions qui ont été faites aujourd'hui. On ne lâche pas et on vous propose de se revoir mardi prochain, même heure, même principe, de façon à pouvoir débattre évidemment de l'avenir dont a parlé Olivier Colcombé, puisque comme je l'ai dit en introduction, cette crise, il y a un avant, il y a un après, et donc on voudrait débattre ensemble des solutions, alors certes de dématérialisation, mais pas que, qui ont été trouvées donc pendant cette crise et les avantages, les inconvénients, et voir ensemble comment on peut se baser sur ces nouveaux modes d'exercice de nos professions
pour les améliorer, être proactif et faire des propositions en ce sens au pouvoir public. Et pour ça, la semaine prochaine, on aimerait recevoir, et on fera tout court, un représentant de la FFB, de la CCI, du MEDEF, des banques, des assurances. Donc voilà, on vous propose un petit panel complet et on vous annoncera les participants précis, évidemment, comme chaque fois, sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris, que vous suivez. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie à tous et à très vite. Bravo. Au revoir. Merci Olivier, merci à tous. Félicitations. Au revoir. Merci. Bravo à toute l'équipe et merci. Bravo, merci. Au revoir et merci. À bientôt, maître. Au Merci. revoir, maître. Merci. Au revoir, merci à tous. Bonne journée à tous. Bonne À journée à bientôt. tous. À bientôt. Au revoir. Bye bye.